je ne suis pas un anti-vaccin. Hein. Je suis un médecin qui, devant tout traitement, fait la balance avantage-risque. Est-ce que pour les gens que j'ai en face de moi, ça vaut le coup de faire ce traitement, que ce soit un vaccin, que ce soit un antibiotique, ou que ce soit un acte chirurgical, ou pas? Quels sont les avantages qu'ils peuvent en tirer, quels sont les inconvénients? Et c'est là-dessus qu'on va un peu parler. Alors, l'histoire officielle du garde d'asile est un beau conte. Un beau conte qui repose, comme l'islam, sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est celui que le cancer de l'utérus, du col de l'utérus, c'est un problème dramatique. Alors ça, vous avez plein d'articles qui disent que ça tue plein de femmes dans le monde, 2 millions vous meurez chaque année, etc. Et tout ceci, c'est un mensonge. C'est vrai à l'échelle du monde, mais c'est pas du tout vrai en France. Et puis le deuxième, c'est que ce cancer est lié en fait à des virus. C'est un cancer qui est déterminé par un virus, et que sans virus, on ne peut pas avoir ce cancer. C'est le deuxième conte officiel. Le troisième, c'est que le prix Nobel a été décerné à la personne qui a isolé ce cancer, et ça c'est vrai, ce n'est pas un conte, c'est une histoire de corruption. Dernière chose, c'est que les laboratoires et Ian Fraser, qui est un médecin donc australien, ont inventé et en tout cas c'est eux qui touchent les royalties de ce vaccin, en même temps que l'Institut national de la santé aux États-Unis. Il faut savoir que le gouvernement américain touche des royalties sur le garde d'asile, hein, puisque c'était une découverte d'une entreprise publique américaine, entre autres. Il y a donc 4 ou 5 co-découvreurs reconnus qui ont les brevets et donc les intérêts. Et donc, que comme on va traiter l'infection, que le vaccin va tuer l'infection, comme il tue la cause du cancer, on va faire disparaître le cancer. Ça, c'est le conte. Et bien sûr, il faut terminer par le garde d'asile et le cadeau de Dieu fait aux femmes. Ça a été dit dans une revue australienne, hein, c'est pas un titre que j'ai inventé, c'est directement le titre de la revue australienne, et qu'il faut remercier donc Ian Fraser, l'inventeur, et nos dirigeants qui nous imposent ce vaccin, hein, pour tout ça. Bon, ça c'est le conte. Ben, il faut voir un peu ce qu'il en est réellement. Alors, premier mensonge, et qui est évident, il suffit de regarder les publications de l'INCa, vous avez le nombre de cancers en France, et vous avez la mortalité. Le problème, le col de l'utérus n'est pas un problème de santé publique en France. C'est pas vrai, c'est un mensonge qui est répété, ressassé, c'est un mensonge total, puisqu'il représente moins de 1% des cancers et environ 0,5% de la mortalité par cancer. Donc si on dit que c'est un problème majeur, moi je veux bien, mais alors, qu'est-ce que c'est que le cancer de la prostate, ou le cancer des poumons, ou le cancer du sein, hein? Donc on se fout de notre gueule. Et ça, c'est le premier cancer. Donc vous avez les taux officiels, hein, c'est facile. Deuxième message, une des choses fondamentales, sur cette histoire, c'est le mythe de le virus et la cause du cancer. Il faut bien comprendre qu'en médecine, affirmer que quelque chose est une cause primitive et responsable, c'est très difficile. C'est toujours très difficile. Bon, si je vous donne un coup de couteau et que je vous ouvre le ventre, oui, j'aurais été la cause de votre mort. Mais qu'est-ce qui se passe? On a une association vraie, statistiquement vraie et très forte, entre cancer du col de l'utérus et présence du virus. Présence de certains virus. Il faut savoir quand même qu'il y a 150 virus, des papillomavirus, qui aiment l'homme. Hein, il y en a plus de 200 qui sont connus dans la nature, qui aiment aussi des oiseaux, toutes sortes de bêtes, mais il y en a 150 qui s'occupent particulièrement de l'homme. Et dans ces 150 virus, il y en a une vingtaine environ qui sont réputés cancérogènes, c'est-à-dire qu'on trouve, chez les femmes qui font un cancer du col, on trouve ce virus, beaucoup plus fréquemment qu'ailleurs. Bon. Mais il ne faut pas oublier non plus que, à côté c'est ce qu'on appelle une association statistique. À côté du virus, il y a aussi le virus de l'herpès, par exemple, qui est aussi très lié au cancer du col. Et on a aussi les infections à chlamydia, qui sont une autre infection génitale tout à fait connue. Et puis, en regardant les statistiques, on se rend compte que plus tôt les femmes commencent leur vie sexuelle, plus elles ont de partenaires, dans l'année, et plus elles augmentent leur risque de faire un cancer du col. Et on voit aussi que plus elles ont d'enfants, et en particulier les femmes qui ont plus de 5 accouchements positifs, donc plus de 5 enfants nés, ont un risque multiplié par 6 de faire un cancer du col de l'utérus. Ça commence à faire beaucoup. Et puis il y a un docteur fou dans les années 40 à New York, il regardait, il a même démontré que les femmes qui faisaient la cuisine au bois dans les appartements de New York avaient un risque très augmenté de faire un cancer du col de l'utérus. C'est ce qu'on appelle, comme tous les cancers, une étiologie multifactorielle. Il faut plusieurs causes.
Alors depuis, on sait en plus que si vous êtes immunodéprimé, si vous avez eu le malheur d'avoir une greffe d'organes et qu'on vous donne des traitements qui vous foutent en l'air l'immunité, vous avez beaucoup plus de chances, vous avez 6 fois plus de chances de faire un cancer de l'utérus. Et puis on sait aussi que si vous avez le sida, alors là, vous avez 100 fois plus de... Enfin, si vous avez le sida et que vous avez également plus de 100 fois le risque de faire le cancer de l'utérus. Donc, l'étiologie du cancer de l'utérus est multifactorielle et non pas liée à un virus. Donc le problème est de savoir si la disparition du virus va faire disparaître le cancer. C'est pas du tout certain. Même s'il y a eu un prix Nobel qui a été donné, et là, je ne parlerai pas ce soir de la corruption, mais enfin, dans le livre, il y a tout un chapitre. Hein. On parle de lien d'intérêt parce qu'on est pudique, on ne veut pas choquer les gens, mais c'est la corruption, soyons simples. L'année où le prix Nobel a été attribué au découvreur du virus, von Hausen, il se trouve que le président du comité qui a attribué le prix Nobel s'appelait Bo Anderson et qu'il siégeait en même temps comme conseiller technique du laboratoire qui vendait le vaccin. Et qu'également, ce laboratoire avait donné une somme très importante à la Fondation Nobel, soi-disant pour mieux la faire connaître. Ce qui est quand même un peu curieux, je pensais qu'elle était assez connue. Il y a d'ailleurs une enquête en Suède sur les suspicions de corruption au sein de la Fondation Nobel, enquête qui s'est perdue dans les marécages, parce qu'il y a quand même des gloires nationales auxquelles on ne peut pas toucher, et en Suède, il n'y en a pas beaucoup en dehors de la Fondation Nobel. Donc, sont capables, eux aussi, de faire disparaître des enquêtes gênantes. Donc, tout ceci pour vous dire que association ne veut pas dire causalité. Alors, un mensonge très fréquemment répandu, que vous verrez dans tous les journaux. Alors, vous avez là des petits morceaux de journaux, hein, je vous mets les titres. Hein, vous voyez, ça va du Nouvel Obs au Figaro, enfin, ils y sont tous passés. Le vaccin est actif, vous voyez, partout. Puis alors là, c'est la course, hein, c'est comme les prix, on diminue pas, là, on augmente. Le vaccin est actif sur 70% des cancers, le vaccin est actif sur 90% des cancers. Tout ça, c'est du mensonge. Le vaccin est actif, oui, il est actif sur les infections, ce qui est normal pour un vaccin. Et il est actif seulement sur les infections qu'il y a dans le vaccin. Je vous rappelle que le Gardasil, c'est 4 valences, 4 virus différents, que le Cervarix, c'est 2 valences, et que le Gardasil 9, le tout nouveau qui vient d'arriver, qui est tellement mieux que son précédent, c'est seulement 9 valentes. N'oubliez pas qu'il y en a 150 des virus. Et que sur ces 150, il y en a au moins 20 qui sont réputés cancérogènes. Donc le vaccin est actif sur les infections. Mais aucun article au monde n'a pu dire que le vaccin est actif sur les cancers. Alors on parle de pré-cancer, et deuxièmement ça, les essais privés qui protègent du cancer. C'est faux. C'est faux. L'essai initial qui a permis la mise sur le marché du Gardasil est un essai qui a étudié les taux d'infection à papillomavirus du vaccin et pas les autres. Hein. Et d'autre part, les taux de ce qu'on appelle de pré-cancer qui sont des anomalies cytologiques. Quand on fait des frottis, on regarde si les cellules ont une belle gueule ou si elles ont une sale gueule. Alors, on les grade classiquement en 3 degrés. Je suis obligé de vous en parler, puisqu'il faut mieux démonter la machine à truquer. Alors, les degrés 1, c'est en fait des cellules de l'épithélium du col de l'utérus qui ont rencontré un virus. Et ils sont infectés. C'est absolument pas un cancer. Les degrés 2, ils commencent à avoir une plus sale gueule. Et celle-là, alors, j'ai oublié de dire que les infections à papillomavirus guérissent toujours toutes seules. Il faut quand même savoir. Donc toutes les femmes un jour ou l'autre font une infection à papillomavirus, sauf les nonnes, si elles sont chastes, si elles respectent leurs croyances, et elles en guérissent toutes seules, normalement en 18 mois ou plus tard. Par contre, si vous avez des partisans, d'autres partenaires, vous pouvez vous réinfecter, car malheureusement le papillomavirus ne donne pas une immunité à vie. Il y a des maladies comme la variole, quand vous attrapiez la variole, vous ne pouvez la faire qu'une fois, vous en mourriez ou vous en étiez guéri. Ça ne pouvait pas recommencer. La rougeole, quand vous faites la rougeole, vous ne pouvez la faire qu'une fois. Mais le papillomavirus, c'est pas ça. D'abord, il y en a 150, donc effectivement, ça peut changer. Et puis, de toute manière, vous êtes capable de vous réinfester à la même souche. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle le fait de trouver un cancer et un papillomavirus ne veut pas du tout dire qu'il y a une cause. C'est peut-être que vous l'avez chopé la semaine dernière avec des boulangers du coin. Ou avec quelqu'un d'autre, hein, j'ai rien contre les boulangers. Bon. En tout cas, donc, et aucun essai du tout. Alors, donc, il y a les C2 et il y a les C3. Il y a les C3, c'est considéré comme des états précancéreux et effectivement, ils ne guérissent pas toujours tout seuls. C'est-à-dire qu'il y en a environ 30 à 40% qui évoluent vers un cancer.
mais un cancer qui est non invasif, un cancer intra-épithélial qu'on peut parfaitement traiter par colonisation, enfin par des gestes relativement simples et pas trop méchants. Mais c'est toujours pas des cancers. Et à la Drug and Food, ils ont mélangé les C2, les C3 et les cancers. Il n'y en avait pas dans leur essai, hein, et pour dire le vaccin diminue fortement les précancers. C'est comme ça qu'ils ont dit ce vaccin est efficace contre les précancers. Alors c'était pas tout à fait vrai en plus, hein, ils ont un peu menti en présentant ça, parce que c'était vrai pour les femmes qui n'avaient jamais été infectées par le papillomavirus avant d'avoir le vaccin. On dit par les vierges en gros, soyons simples. Et par contre, les femmes qui étaient déjà infectées au papillomavirus, eh bien elles, ça les protégeait pas du tout, et même dans l'essai initial de la Drug and Food Administration qui a permis de donner le vaccin, ça augmentait le risque de faire des CN3, des états précancéreux possibles. Et c'est la raison pour laquelle, au tout début, la Food and Drug Administration avait dit il faut le faire aux très jeunes enfants avant qu'ils aient des rapports sexuels, puisqu'on admet que c'est là le contaminant. Et que, attention au plus tard. Alors je vous rappelle que tous les laboratoires ont une politique constante. Dès qu'on leur donne une indication qui leur permet de vendre leurs produits sur le marché, ils n'ont qu'un seul but dans la vie, c'est de vendre un maximum, d'élargir le marché. Et donc dès qu'ils ont eu l'autorisation de le vendre aux vierges, bien entendu, ils ont fait faire plein d'articles par leurs petits copains, qui sont tous des faux, qui montrent que ça marche aussi chez les gens qui sont plus vierges et qui ont déjà eu le papillomavirus. Et puis là, maintenant, ils ont brutalement dit, attention, ça ne marche pas dans le col de l'utérus, ça peut marcher sur plein de cancers qui sont dus à des papillomavirus. Et toujours cette combine de, on a le cancer, on a le papillomavirus, donc c'est le papillomavirus qui est responsable. Un peu comme si le fait que j'ai été jadis blond était lié au fait que j'ai un mouchoir blanc dans ma poche. Hein. Le virus est sur les lieux du crime, donc c'est lui le coupable. Hein, c'est un petit peu le raisonnement que fait les laboratoires pour réagir le marché. On va voir parce que ça a quand même des conséquences pratiques actuelles. Alors, il y avait d'emblée, hein, donc l'autorisation de mise sur le marché a été donnée en 2006. D'emblée, il y a eu des scientifiques qui sont élevés là-dessus en disant attention, c'est tout à fait dangereux. Le vaccin de travail ne protège pas de l'infection tout le temps, c'est pas vrai. Effectivement, la réalité, c'est qu'il ne protège que dans 42% des cas contre l'infection, même là-dessus, hein, que dans 42% des cas. Deuxièmement, même s'il tue les virus du vaccin, on ne sait pas combien de temps ça dure. Or, il y a très peu de vaccins qui marchent la vie durant. Hein. Il y en a un, c'est la fièvre jaune. C'est vrai que lorsque vous avez été vacciné contre la fièvre jaune, l'OMS vient de reconnaître qu'il n'y a pas besoin de faire de rappel. Contrairement à ce que certains gouvernements de certains pays demandent actuellement, mais c'est contraire à ce que dit l'OMS. Donc, il y a certains vaccins qui... le vaccin contre la variole vous protégeait toute la vie, effectivement. Mais le tétanos, la diphtérie, enfin, vous avez plein de vaccins, on vous dit qu'il faut vous revacciner régulièrement. Or, le laboratoire vous vend un vaccin en prétendant que ce vaccin va vous protéger du cancer et en prétendant en même temps que ce cancer n'apparaît que 20 à 30 ans après l'infection. Donc ça voudrait dire que la protection du vaccin doit durer au minimum 30 à 40 ans. Actuellement, nous savons que le vaccin tient à peu près 7 ou 8 ans. Certains articles disent 10 ans. Mais personne n'est capable de démontrer le contraire. Et quand on dit que ça marche, c'est qu'on trouve encore des anticorps. Ça ne veut pas tout à fait dire qu'on est protégé contre l'infection. Il y a encore des anticorps, oui. Mais on ne sait pas du tout si ça protège. Puis enfin, il y a une autre... une crainte qu'avaient les scientifiques d'emblée, c'est on va faire croire aux femmes qu'elles sont protégées, qu'elles peuvent plus se soucier de ça, elles vont abandonner le frottis. Or le frottis est quand même la seule arme contre le cancer du col qui est prouvé qu'il était efficace. C'est le seul dépistage utile. Alors, bien entendu, en dehors de ça, il y a eu des conditions absolument invraisemblables d'autorisation de mise sur le marché. D'abord, on met sur le marché un produit qui n'a pas prouvé qu'il était efficace sur son indication. Puisqu'on l'a mis sur le marché avec l'indication de prévenir le cancer du col. Et on n'avait pas démontré ça. C'est quand même un peu fort de café. 2, on a admis ce vaccin sur le marché en 6 mois. Record absolu de l'époque. À l'époque, il fallait 2 ans, 2 ans et demi pour mettre sur le marché un médicament. 3, on a admis pour ce vaccin une autorisation, un schéma d'étude du dossier accéléré, qui était réservé aux maladies n'ayant pas de traitement et mortelles à court terme. Ce qui est manifestement pas le cas, puisque le labo lui-même dit il faut 20 à 30 ans pour juger mon vaccin. Donc, une série d'anomalies invraisemblables,
qui sont liées à la corruption, soyons clairs, et pas à autre chose. Et la corruption, elle venait du plus haut niveau, puisque la femme du président de l'époque des États-Unis a écrit à la Food and Drug Administration en lui demandant de faire vite, parce qu'on ne pouvait pas priver les femmes de ce cadeau que Dieu leur avait fait. Je sais plus, vous verrez sur le livre, je suis désolé. C'était si vous connaissez 2006 aux États-Unis, je crois que c'était celui qui a été très célèbre avec Lewinsky, il me semble. Hein, celui qui aimait faire fumer les cigares cubains. Bon, ce qui m'intéresse, c'est plutôt moi le mécanisme. Hein, c'est pas les hommes souvent sont pas très intéressants, surtout dans. Et elle avait oublié aussi. Elle a d'abord écrit à la Drug and Food. J'oubliais le détail croquinolesque, c'est qu'elle avait aussi oublié de dire que le laboratoire avait versé une très très grosse somme à la fondation de son mari 3 mois avant. C'est un détail. Alors pour aller plus loin, dans la Drug and Food à cette époque, il y avait une présidente. Cette pauvre présidente de la Drug and Food, elle a été obligée de prendre sa retraite, après sa retraite. Qu'est-ce qu'elle a fait après? Eh ben, elle a été directement à la direction des vaccins de Merck, où elle a pris le contrôle de la division vaccins garde d'asile. Elle a eu ce qu'on appelle un pantouflage doré. Bon, c'est pour vous donner des raisons, pour comprendre pourquoi un truc aussi scandaleux a pu avoir lieu. Alors, on est en France, je sais pas, oui. En France, là, vos amis, disons que Sanofi est toujours très proche de l'Élysée, quelle que soit la couleur de celui qui utilise l'Élysée. Alors là, on a mis ce pauvre Sarkozy, mais rassurez-vous, Hollande était très proche. Hein. Hollande a décidé, lui, que la vaccination garde d'asile serait un objectif prioritaire de santé publique. Alors ça vous dit peut-être rien, ça. On verra plus tard. Hein. Voilà ce que c'est l'objectif prioritaire de santé publique. C'est beaucoup d'argent pour vos médecins pour qu'ils vous convainquent de faire le garde d'asile. Parce que à partir où les médecins sont tenus par la sécurité sociale, c'est la corruption institutionnalisée, la corruption de l'État. Si un médicament est bon, il n'y a pas besoin de donner de l'argent aux médecins pour qu'ils le prescrivent. Ils vont le faire parce que les médecins, théoriquement, ils aiment bien s'occuper de leurs malades. Enfin, ils sont là pour ça. Sinon, il faut qu'ils fassent autre chose. Et si on donne de l'argent pour motiver les médecins à faire une action de santé publique, c'est qu'elle est pourrie, bien entendu, et qu'il y a d'autres raisons. Et il y en a quand même une autre, hein, c'est le dépistage du cancer du sein, fait partie aussi des objectifs prioritaires de santé publique. Réfléchissez un peu à ce que ça veut dire, on en parlera demain. Hein. Mais donc ça prouve bien déjà que les gouvernements savent très bien que ce n'est pas un vaccin sain, c'est pas un vaccin que les médecins auraient tendance à donner spontanément. Donc on leur donne du fric, on peut leur donner jusqu'à 10 000 €. Bon, c'est pas grand-chose, mais enfin ça permet de se payer quelques petits trucs. Alors en dehors de cette corruption institutionnalisée par l'État, il y a une propagande qui est totalement menteuse. Alors tout ce que je vous ai mis, c'est des mensonges. Hein. Alors là, vous avez un très beau schéma de l'association AF qui sévit sur l'Alsace-Lorraine, qui montre la course contre le cancer du col. Vous avez les pays qui vaccinent à plus de 80%. Puis la France qui est à 15%. C'est vrai que nous sommes à 15%, ce qui montre que les Français, malgré toutes leurs conneries, ils sont pas si cons que ça. Hein. Ils savent que quelque chose est pourri dans le royaume de France, comme disait Hamlet. Hein. Pardon, c'était au Danemark, mais ça, on peut le dire pour la France. Donc, et là, vous avez ceux qui sont en tête du taux de couverture. Alors, on verra après leurs résultats, parce que moi, je suis un compte chirurgien. La science, c'est pas mon fort. Par contre, j'aime bien toucher les choses, j'aime bien voir les résultats sûrs. Hein, j'aimais bien palper, ça c'est vraiment mon truc. C'est là où j'étais plus fort que les autres. C'était la palpation, pas le reste. Hein. J'étais pas du tout habile, mais je faisais des trucs que personne ne savait faire, parce que je sentais mieux que les autres où était ma tumeur. C'est tout bête. Donc j'ai besoin de palper, moi j'ai besoin de faire. Alors vous avez aussi cette publicité mensongère, là, vacciner, le vaccin qui protège contre le cancer. Alors je veux bien qu'on dise que le vaccin protège contre l'infection, c'est vrai, je suis d'accord. Mais quand on dit protège contre le cancer, c'est un mensonge. Et une contre-vérité, vous allez voir, parce qu'au lieu de protéger, il favorise le cancer. C'est bien ça le drame. Donc alors vous avez là quelques petits titres de publicité mensongère, j'en ai mis que le 10e de ce que j'ai récolté, hein. Mais bon, il fallait la diapo. Alors ça aussi, c'est un diagramme officiel du ministère de la Santé. Vous avez le très beau triangle là, où on vous montre le danger du cancer de l'utérus, et on vous dit bien, c'est un problème de santé publique. Alors vous avez la base, 6 millions de frottis. Hein, il faut les faire ces 6 millions, hein, ça marche. 6 millions de frottis. Puis tout en haut, vous avez 1000 morts par cancer. Il y a des associations payées par les labos,
une association nationale qui s'appelle 1000 femmes, en disant il y a 1000 femmes qui meurent de cancer de l'utérus, c'est scandaleux, faut faire du vaccin, faut faire des tests HPV, et grâce à ça, on en aura plus. Alors, d'une part, ce triangle est complètement faux par ses dimensions. Moi, j'ai essayé de faire un triangle un peu moins faux. Parce que vous avez 6 millions de frottis, et tout au bout, vous avez non pas 1000 morts de ces 6 millions de frottis, vous avez 300 morts. Car effectivement, parmi les frottis ne marchent pas à 100%, mais rien ne marche en médecine à 100%, enfin, faut rêver, ça. On va tomber dans le compte. Donc, ça marche pas à 100%, il y a certains cas où même quand on fait les frottis, je vous rappelle qu'en France, normalement, et dans tous les pays industrialisés, on dit il faut faire le frottis à partir de 25 ans et tous les 3 ans. Et alors là, ça dépend des pays, 65, parfois 50 ans, ça dépend des pays. Et ça, vous avez donc un dépistage efficace. Tout simplement parce que le cancer, avant d'être invasif, c'est-à-dire avant de devenir dangereux, il est sur la peau seulement. Et il reste plusieurs années sur la peau avant de traverser la basale, avant de rentrer dans la chair. Et c'est là qu'il devient dangereux. Et il n'est pas si dangereux que ça quand même, parce qu'il y a quand même qu'une femme sur 3, les guérisons sont supérieures à 65%. Dans tous les pays, en France, c'est de l'ordre de 70%. Bon, mais sur les 1000 femmes là qui sont mortes de leur cancer, ce que dit pas le diagramme officiel et ce qui est un scandale, puisqu'ils l'attribuent, ils mettent bien en rapport avec les 6 millions de dépistages. C'est que sur ces 1000 femmes, il y en a 700 qui n'ont pas jamais été dépistées. Donc si on veut faire disparaître le cancer du col de l'utérus, faut pas vacciner, faut pas faire toute sorte de conneries, faut dire aux femmes qui ne sont pas dépistées, mesdames, vous risquez de mourir parce que vous ne faites pas dépister. Il se trouve que le dépistage coûte environ 18 €, le test de Papa Nicolaou, et que là, on va vous proposer des tests fantastiques, là, maintenant, qui dépistent le HPV. Non plus le cancer, c'est pas intéressant, mais le HPV, et qui, eux, coûtent déjà 70 €. Donc, c'est quand même pour le laboratoire Roche qui fait les tests, c'est quand même une bonne chose, il faut que le business tourne. Donc, méfiez-vous, parce qu'il y a plein de pays où, d'une part, ils veulent vendre des vaccins, et en plus, ils veulent vendre des tests à HPV. Donc, si on faisait un dépistage convenable en France, il n'y aurait que 300 femmes qui mourraient de cancer du col. C'est trop, mais c'est quand même beaucoup moins que ce qu'on nous raconte. Et est-ce que pour sauver ces 300 femmes, il faut vacciner 30 millions de femmes? C'est quand même un vrai problème. Parce que là, on arrive à un pourcentage d'efficacité très faible, ce qui supposerait qu'on n'ait jamais de complications. Parce que si on a des complications, même rares, même une sur 10 000, ça fait 10 fois plus que les femmes qu'on pourrait éventuellement sauver. Je dis éventuellement parce qu'il n'est pas sûr que le dépistage sauve tous les cancers. Il y a des cancers tout petits qui tuent quand même très bien. Et on ne sait pas le deviner là-dessus. Donc, vous voyez, le fait qu'ils attribuent au dépistage 1000 morts, alors qu'en fait, il y en a 700 de ces morts, c'est parfaitement dit, qui n'ont jamais été dépistés. C'est vraiment, là, c'est de la propagande officielle, celle-là. La désinformation officielle. Donc là, c'est le livre que je vous présente. Et donc, c'est la conclusion, on va pas tourner autour du pot, c'est la vaccination augmente le risque de faire un cancer du col. Alors, comment est-ce que j'ai pu arriver à ces conclusions? Tout bêtement, on se fie non pas à des montages spéciaux ou à des simulations. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans toutes les annonces qu'il y a sur les pays, l'Australie va se débarrasser du cancer du col en 2025, c'est écrit dans plein d'articles médicaux qui paraissent dans des grandes revues. Il faut savoir que les grandes revues, 80% de leur budget, c'est les laboratoires. Donc ils sont très mal placés pour refuser des articles pourris si c'est payé par le labo. Donc c'est souvent de la médecine de simulation. Donc on ne vous donne pas des résultats. Moi, dans le restant de mes diapos, ce sera des résultats avérés. C'est-à-dire les chiffres des registres du cancer, puisque dans chaque pays, on dit combien il y a eu de cancer chaque année, ne serait-ce que pour les rembourser à 100% dans les pays qui ont des systèmes de sécurité sociale efficaces. Donc, moi, c'est des chiffres affairés et je ne parlerai que des cancers invasifs. Les vrais cancers, pas de ces conneries de CN2, CN3 et compagnie, c'est pas des cancers tout ça. Et les cancers intra-épithéliaux, c'est pas des cancers non plus. Ce qui nous intéresse, c'est les cancers maladies, ceux qui peuvent tuer. Et donc, tout simplement, donc j'ai interrogé les registres des cancers des pays qui avaient vacciné beaucoup. Et il fallait donc trouver des pays qui vaccinent beaucoup. Alors, vacciner beaucoup, c'est quoi? C'est qu'ils obtiennent un taux de couverture vaccinale par garde d'asile supérieur à 80% dans la tranche d'âge qu'on a décidé de vacciner, qui sont donc les jeunes filles à l'école, grosso modo. Bon. Troisièmement, il fallait que la population du pays soit relativement grande, parce que quand il y a plein de pays qui ont à la fois des registres de cancer et des taux de vaccination élevés, comme la Belgique, du moins pour les Flamands, pas la Belgique wallon, mais les Flamands, ils vaccinent comme des brutes.
comme les Pays-Bas, ils vaccinent aussi beaucoup, comme le Portugal qui vaccine beaucoup. Alors les petits pays, ils ont les problèmes, c'est que l'incidence qui est intéressante. Alors, on entend par incidence la fréquence de nouveaux cas annuels pour 100 000 femmes. Donc quand je vous donnerai des chiffres d'incidence 6, 11, 22, c'est pour 100 000 femmes, ça veut dire 6 cas nouveaux par an pour 100 000 femmes. Donc il faut qu'il y ait une population importante, parce que ce qui est intéressant, comme on a commencé à vacciner en 2007, on a actuellement on a 10 ans de recul vrai, mais dans les chiffres des registres du cancer, ça s'arrête en 2014, 2015, parfois 2016, très rarement. Donc on n'a pas 10 ans de recul, on a 7 à 8 ans. Donc il fallait... Alors si on a... Ce qui nous intéresse, c'est les groupes d'âge des filles vaccinées qui arrivent à l'âge adulte, à la vie sexuelle. Et donc ce qui est plus intéressant, c'est en gros les 20-25 ans et 25-29 ans. Ce sont les groupes démonstratifs d'une action de vaccination. Donc, alors, si on a de trop petits pays qui ont une population faible, comme le cancer du col n'apparaît pas habituellement entre 20 et 25 ans, ni entre 25 et 29 ans, mais plutôt dans les tranches d'âge un peu plus élevées, plutôt que vers 40 ans, on ne peut pas avoir de chiffres stables. Parce que lorsque vous avez une incidence de 0,5 pour 100 000, d'une année sur l'autre, il suffit qu'il y en ait ou deux femmes qui fassent leur cancer et le chiffre bondit. Donc c'est un chiffre instable qu'on peut parfaitement résoudre en termes de statistiques si on étale sur plusieurs années, si on prend un groupe de 5 ans. Oui, mais quand on a 10 ans de recul, on ne peut pas comparer des groupes de 5 ans. Donc, dans cette étude précise, qui est une étude préliminaire et précoce, j'ai dû me rabattre sur les pays à forte population de manière à avoir des chiffres qui soient statistiquement significatifs. Donc, il fallait des grands pays, des pays avec des registres, des pays avec une couverture de vaccination stable. Par exemple, au Danemark, ils ont vacciné comme des fous au début, et puis il y a eu des pépins. Et les pépins ont été médiatisés, et leur taux de vaccination par garde d'asile est tombé à 10%. Donc ce pays, je ne peux pas l'analyser. Parce que qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? Est-ce que c'est le garde d'asile ou c'est l'abandon du garde d'asile? J'en sais rien. Donc j'ai éliminé ce pays. L'Italie est un pays qui vaccine à 85%. C'est formidable. Sauf qu'eux, ils n'ont pas de registre national du cancer. Alors j'ai trouvé des petits registres dans le nord de l'Italie, mais c'est des registres régionaux qui, là, on tombe sur les petites populations qui permettent de rien dire. La Suisse, pareil. La Suisse vaccine beaucoup. Il y a quand même une prédominance d'esprit Bosch qui fait qu'au moins ils respectent les lois et les règles et puis les conseils qu'on leur donne. Mais l'ennui, c'est que leur population est trop faible. Donc je ne peux rien dire non plus de la Suisse. Et il y a le Portugal. Le Portugal, il est marqué là dans la course 87% de vaccination, c'est le champion du monde. Sauf qu'il n'y a pas de registre du cancer. Donc vous n'aurez pas non plus les registres du Portugal. Finalement, j'ai été obligé de me rabattre sur 4 pays qui, eux, sont démonstratifs. C'est les seuls 4 pays qui ont à la fois la population suffisante, le taux de couverture constant et élevé. Ah oui, le Japon a abandonné aussi, donc je n'ai pas pu utiliser le Japon non plus. Et quant aux États-Unis, le taux de couverture est de 60%, donc je ne peux pas utiliser les États-Unis. Donc j'ai quand même fait vraiment... Et on m'a demandé la Nouvelle-Zélande, j'ai fait la Nouvelle-Zélande, mais la population n'est pas suffisante, donc on ne peut rien dire non plus. Donc il y a donc l'Australie qui a été le premier pays qui a mis au point la vaccination très organisée. Il y a Ian Fraser qui était derrière. Et je rappelle que la femme du Premier ministre australien était au bord du laboratoire qui vend le vaccin. Donc la femme actuelle, vous le verrez au moment de l'Australie. Donc vraiment, ils ont fait un max sur le vaccin. En étudiant même le moyen de filer du fric aux femmes, aux mères de famille qui accepteraient que leur fille soit vaccinée. Enfin, tous les combines ont été utilisés. C'est pas croyable. Bon. Et donc il y a l'Australie en premier, l'Angleterre qui a suivi et qui est vraiment très très bien aussi, et puis 2 pays scandinaves, parce que les Scandinaves ils n'ont pas des grandes populations, mais alors eux, ils ont des livres du cancer qui sont absolument magnifiques, c'est Nordcan, vous pouvez les interroger comme vous voulez, et puis ils n'en perdent jamais un. Moi quand je travaillais sur l'ostéosarcome, et j'étais extrêmement frappé que eux, en 10 ans, ils avaient perdu un ostéosarcome. Dans leur livre, il y avait un ostéosarcome qui avait échappé, et pas 2, parce qu'ils croisent à la fois les déclarations des chirurgiens, les déclarations des médecins, les déclarations des anatomopathologistes. Donc vraiment, les registres du cancer scandinaves sont remarquables. Mais là-dedans, j'ai pas pu prendre le Danemark, puisque ces couillons de Danois, ils ont décidé de plus vacciner. Bon. Alors, sur ces 4 pays, on va voir ce que ça donne. Alors, à tout seigneur, tout honneur, l'Australie. Alors, l'Australie, vous ne pouvez pas avoir échappé au fait que l'Australie va éradiquer le cancer du col. Ça s'est paru dans toutes les radios, toutes les radios françaises, et tous les journaux. J'en ai pas trouvé un. Même ce truc d'Auvergne, ils ont dit on va éradiquer le cancer du col. Enfin, vous en avez quelques-uns.
Alors, l'Australie, ce qui était particulier, effectivement, c'est que Ian Fraser a été quand même l'inventeur et grâce à ça le milliardaire du garde d'asile, et qu'Ian Fraser, il était aussi le directeur de l'Advisory Board, c'est-à-dire l'organisme chargé de conseiller le gouvernement sur les vaccinations. C'est quand même commode, on est en famille, au moins, et puis il est informé. Donc ils étaient bien. Alors là, vous avez une très belle courbe qui est la disparition. Alors je vous ai mis cette courbe parce que cette courbe est celle qui a permis à 30 ou 40 journaux, la Science France Presse et tout ça, de dire que l'Australie avait vaincu le cancer du col de l'utérus. Alors c'est une très belle étude parue dans un grand canard, hein, sauf que c'est pas une étude de cas, c'est une simulation. Donc ils ont fait marcher leurs ordinateurs, mais comme disent les gens qui connaissent un peu l'informatique, quand on met de la merde dans l'ordinateur, qu'est-ce qui ressort? De la merde concentrée. Et effectivement, tout dépend des hypothèses. Quand vous faites une simulation, alors l'hypothèse chez eux, elle est très simple, c'est un programme, ils donnent en détail le programme, qui est réputé pour être vraiment bien pour prévoir. Sauf que, c'est simple, c'est le virus est responsable du cancer, si on tue le virus, on tue le cancer, on regarde à quelle vitesse on fait disparaître le virus, et donc on va savoir en combien de temps on fera disparaître le cancer. Autrement dit, ils ont une boule de cristal vraiment très efficace pour mentir. Et ils sont, je pense, moins que nos cartomanciennes. Bon. Alors, voilà la courbe réelle. Là, c'est la courbe officielle du registre des cancers australiens. Là, vous remarquez, il y a deux phases. Hein. Il y a, avant 2007, en gros, on était très haut, on était à 82, hein, et puis on est descendu jusqu'à 7, donc de 15 à 7. C'est les incidences, donc pour 100 000 femmes. Hein. Donc, à une époque d'avant les frottis, il y avait 15 femmes sur 100 000 qui faisaient un cancer du col invasif en Australie. Après 20 ans de frottis, on était arrivé qu'il n'y avait plus que 7 femmes sur 100 000 qui faisaient un nouveau cancer du col de l'utérus invasif chaque année. Donc c'est ça les incidences. Et puis après, on est arrivé sur le vaccin, le miracle. Et le miracle, vous l'avez en rouge, il est arrivé là. Et qu'est-ce que vous voyez qui se passe après le miracle? Eh ben, ça bouge pas. Ça bouge pas. Autrement dit, alors que l'incidence de cancer du col de l'utérus chez les femmes australiennes avait baissé pendant 25 ans, depuis qu'il y a le vaccin, que nip, ça bouge plus. Mais c'est rien de dire que ça bouge plus, parce que le fait de bouger, c'était ce qu'on appelle l'incidence standardisée monde. C'est-à-dire une incidence sur l'ensemble de la population. Mais il faut voir par groupe d'âge. Et là, vous avez le groupe d'âge le plus intéressant, c'est celui des 20-24 ans. C'est des filles qui ont été vaccinées il y a 8 ans, lorsqu'elles avaient 12 ans. Et vous voyez qu'à l'époque, en 2007, leur risque de faire un cancer du col était de 0,7 pour 100 000. Et qu'en 2014, il est de 1,5. Autrement dit, ça a augmenté de 114%, 113%, pardon. Là, vous avez les groupes d'après. Les groupes d'après, c'est celles qui avaient un peu plus, qui avaient plutôt 17 ans, et qui ont bénéficié de ce qu'on a appelé les vaccinations de rattrapage. Celles qui n'avaient pas été vaccinées parce qu'elles n'avaient pas l'âge d'être vaccinées, mais on ne pouvait pas les laisser comme ça sans vaccin, ces pauvres filles. Elles allaient faire leur cancer. Donc on les a vaccinées pour les rattraper après. Et vous voyez que ces deux groupes d'âge supérieurs, immédiatement supérieurs, celles qui ont été vaccinées, alors ça c'est plus du 80%, c'est vraisemblablement du 60 ou 70%, on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, elles ont vu le risque de cancer du col augmenter d'un tiers en gros. Le premier groupe de 36 et le deuxième de 33%. En tout cas, je ne vois pas de cancer qui diminue. Alors, là, on va faire un peu la Grande-Bretagne. Alors, en Grande-Bretagne, là, c'est pareil, il y a des informations. Vous avez une très belle courbe, là, qui montre que le cancer en Grande-Bretagne va disparaître, il va tomber à 2,6 dans 20 ans. Bon, c'est également une simulation. Les laboratoires sont très très forts pour faire des simulations. Vous choisissez les hypothèses, vous mettez dedans les chiffres actuels et vous obtenez ce que vous voulez. Et après, vous l'envoyez à toutes les agences pour qu'ils disent que vous allez vaincre telle ou telle chose. Bon. Ben, les médecins, les malades disent ouais, la boule de cristal, j'y crois pas. Et ils ont raison. Alors, en plus de la prédiction, de la médecine prédictive, ils ont ce genre de journaux. Alors, des mensonges. Alors, dans l'Indépendante, il doit pas être indépendant des labos, celui-là, hein. Il met que le vaccin HPV a entraîné une baisse significative. Hein, je suis désolé, j'ai laissé en anglais puisque c'est une photo de l'article, hein, du titre de l'article, qu'il a entraîné une baisse significative du taux de cancer. C'est un mensonge total. Hein, l'indépendant est un menteur. Hein, avant on disait Radio Paris ment, ben là c'est Radio Indépendant anglaise ment. Hein. C'est pas vrai du tout, c'est un mensonge pur et simple. Et puis alors là, le Time, carrément, le Time lui passe aux injures. Hein. Il dit
c'est des parents fous qui ne vaccinent pas leurs enfants. Fous, foliches, hein. Et puis en dessous, c'est encore pire. Ils sont stupides, idiotes. Hein. C'est vraiment très sympa. Donc ils n'hésitent pas à mentir, à simuler et à vous injurier. Et tout ça pour pas que vous réfléchissiez. Alors la courbe voilà, ça c'est la courbe vraie que vous pouvez consulter. Je vous ai mis des références, hein, vous avez en rouge là. Tout ce qui est en rouge, c'est moi qui l'ai rajouté. Hein. La courbe, c'est eux. Le diagramme, c'est eux. C'est leur courbe directe que j'ai sur l'ordinateur. Simplement, je remets les commentaires en rouge et je mets aussi la moyenne que vous l'obteniez. Donc vous tapez ce qui est tapé en haut, hein, vous faites copier-coller, tac, et vous le retrouvez. Donc vous pouvez vérifier que je ne vous mens pas. Donc vous avez la courbe. Et vous voyez que depuis la vaccination, ça a été un succès formidable en Angleterre, de 9,4 incidence, c'est-à-dire 9,4 femmes pour 100 000 qui faisaient un nouveau cancer, ils sont passés à 9,6. Ça, c'est sur l'ensemble de la population. Donc on a même genre de choses, c'est stable. Mais intéressons-nous un peu aux jeunes, celles qui ont à 80% été vaccinées. Bien, vous voyez que les jeunes de 20 à 24 ans ont une augmentation de 38% de leur risque de cancer. Vous avez la courbe là, sous les yeux. Vous remarquez que l'augmentation n'apparaît pas tout de suite. Il faut quelques temps après la vaccination, ce qui est très logique. Hein. Ils avaient dit 30 ans, le labo. Moi, ça me paraissait curieux parce qu'il y a des cancers de l'utérus avant 30 ans. Comme on sait que les jeunes filles s'infectent au premier rapport, qu'en moyenne c'est 15 ans, on ne devrait pas avoir vu de cancer avant 45 ans. Donc déjà, c'était un peu mensonger leur prétention. Mais les labos ont dit 30 ans. Pourquoi? Parce que c'était de dire, ne nous jugez pas avant 30 ans. Et pendant ce temps-là, eux, ils vendent 30 ans de milliards. Donc ça valait le coup. Donc vous voyez un petit peu comme ils sont vicieux et comme malheureusement ce discours mensonger est diffusé partout. Alors donc ça c'est le groupe le cœur de cible de la vaccination, mais il y a bien pire que ça, parce que là malheureusement dans ce truc ça s'arrête en 2014, hein, j'ai pas de chiffres après, et là vous avez là c'est pas un registre du cancer, c'est plus que ça, c'est un partisan de la vaccination, c'est un type qui touche du fric des labos et qui a fait un article récent en 2018, vous avez les références aussi, hein, elle est marquée, je sais pas où, mais elle est marquée sur la diapo. Truc, et comment l'obtenir aussi, hein, normalement je vous mets. Et alors lui, il a fait un article pour dire, oui, les cancers augmentent en Angleterre, mais c'est pas grave parce que c'est des petits cancers. Et puis c'est uniquement parce qu'on a changé l'âge de dépistage. Ce qui est un mensonge complet, parce que le dépistage ne voit que les cancers non invasifs, ce qui desquame dans la peau, ça n'a rien à voir avec des cancers invasifs. Et de toute manière, le dépistage n'a jamais créé ou empêché de créer des cancers. Le dépistage, il constate des choses. Donc l'hypothèse, alors lui c'était pour rassurer ceux qui disaient attention, avec le vaccin les femmes vont plus se dépister et donc risquent d'avoir des formes plus graves. Alors donc lui il répond non, on n'a pas arrêté le dépistage, on a fait des tests et il y a autant de femmes qu'avant qui se dépistent. Mais comme on a changé de 25 ans à 24 ans et demi l'âge de début du dépistage, ça a augmenté les cancers. Bon, si c'était vrai, ça peut arriver dans certains cas, un nouveau moyen de dépistage peut changer les choses. Dans ce cas, la tranche d'après elle diminue. Si vous augmentez la tranche, ou si les deux tranches augmentent en même temps, c'est que ça a augmenté. Il faut pas nous prendre pour des billes. Alors lui, donc, qui est un partisan de la vaccination, il a sorti ces diagrammes qui montrent que les femmes de 25 à 29 ans ont doublé le risque de faire un cancer. Et ça, vous avez la courbe en quelques années. Hein? Et donc, ça, ce n'est pas le registre officiel du cancer, parce que lui, comme il est du labo, il est aussi comme par hasard, dans le comité chargé du suivi des vaccins, et lui, il a accès au registre du cancer avant nous, avant le public. C'est quand même, parce que moi, j'ai pas les chiffres de 2016, mais lui, il les donne, hein, pour se défendre. Et vous voyez que le groupe d'en dessous a augmenté de 41%, comme ça, on l'avait déjà vu avant. Hein. Donc, ça a doublé pour les femmes de 25 à 29 ans. Et puis, les pauvres vieilles, elles n'ont pas eu de chance. On est vieilles très vite, hein, pour le cancer du cœur. Vous avez 35 ans. Mais les pauvres vieilles, elles n'ont pas eu le droit au vaccin, parce que on n'avait pas décidé de vacciner au-delà de 30 ans, quand même, 35 ans. Et les pauvres vieilles, comme ils n'ont pas eu de chance, leur cancer de l'utérus, il a diminué. Vous avez l'incidence a partout diminué dans les groupes plus âgés. Donc, ce n'est pas l'Angleterre qui est touchée par une malédiction qui augmente le cancer du col. Non. C'est seulement les groupes vaccinés. Alors, on va passer. Alors là, c'est CRUK. Alors, CRUK, c'est Cancer Research United Kingdom. Donc c'est l'office, c'est l'organisme public chargé des statistiques en cancérologie. Et eux, ils ont fait aussi une simulation.
Il n'y a pas que les partisans du labo qui font des simulations. Il y a de temps en temps quelques fonctionnaires un peu débiles qui se mettent à en faire. Et voilà la simulation qu'ils nous ont sortie. Et ça, vous la trouvez directement dans Cruc. Donc c'est un diagramme officiel. C'est la simulation de prévision du taux de cancer du col de l'utérus en Grande-Bretagne pour les années à venir. Et vous voyez que contrairement à ce que racontent les labos qui l'ont éradiqué, bah eux, ils sont très pessimistes. Mais alors, par contre, ils font que des statisticiens, hein, c'est pas des médecins. Donc ils se posent pas de questions comment ça se fait que ça augmente alors qu'avant ça baissait. Hein. Il faut être un compte chirurgien pour se dire c'est quand même bizarre. Bon. Alors, il n'y a pas que... Vous avez vu l'Australie, vous avez vu l'Angleterre, maintenant on va aux pays scandinaves. Et à tout seigneur, tout honneur, la Suède. Alors la Suède, là, vous avez... c'est très facile, là. Vous avez aussi les références, hein, Nordcan, etc. en rouge. Là, si vous voulez vérifier cette courbe, vous pouvez taper ce qui est marqué et vous aurez, par Nordcan, qui est donc le registre officiel des cancers de tous les pays scandinaves, hein, vous avez donc ça. Et globalement, ça a augmenté d'environ 20% en Suède. Globalement, sur l'ensemble de la population. Mais comme je vous ai dit, c'est trompeur. Il faudrait peut-être s'intéresser. Voilà. Alors là, vous avez les courbes d'incidence. C'est la même échelle. Hein. À droite en 2007 et à gauche en 2015. Je crois que là, ils nous ont donné en 2015. C'est marqué tout en haut. Hein. Je ne peux pas lire d'ici. Je crois que c'est 2015. Les Scandinaves, ils donnent leurs résultats plus vite que d'autres pays. Et là, vous voyez ce qui s'est passé. Donc l'incidence a augmenté globalement dans toutes les tranches. Et elle a augmenté beaucoup. Alors là, je vous ai sélectionné le groupe phare de la vaccination, les 20-24 ans. Bien, les 20-24 ans, depuis la vaccination, leur risque de faire un cancer du col de l'utérus, il a doublé. Doublé. Alors là, c'est le groupe, je pense, d'après. Alors c'est l'ensemble, oui, c'est ce... Alors si on prend toutes les femmes qui parfois ont été vaccinées parce qu'ils ont proposé, le labo veut proposer des vaccins à tout le monde. Donc c'était tout à fait scandaleux qu'on réduise le marché aux jeunes filles. Hein. Parce que ces pauvres vieilles qui ont pas fait... Alors ils ont fait plein de papiers pour aller jusqu'à 45 ans pour vacciner. Ça a été récemment accepté par Drug and Food, l'indication jusqu'à 45 ans. Ce qui est de la folie complète, puisqu'ils savent que les femmes qui ont déjà eu une vie sexuelle, qui ont rencontré du HPV, ça augmente leur risque. Mais le business a des règles que le reste ne l'est pas. Alors donc vous voyez c'est combien ça a augmenté, je sais pas, 36% si on ensemble dans l'ensemble du groupe. C'est quand même pas des augmentations minimales. Puis ces pauvres vieilles qui sont vraiment indécrottables, qui ont plus de 50 ans, elles aussi ça a baissé. C'est pas juste, il faut leur faire les vaccins pour que ça remonte. Quoi. Hein, c'est quand même... Alors changeons de pays, on va faire la Norvège. Hein. Alors là en Norvège c'est pareil, hein, vous avez donc la même gueule de diagramme puisque c'est la même base de données, simplement le pays est différent. Et c'est marqué en haut, hein, donc vous avez le cancer, ça c'est les taux actualisés. Et depuis qu'ils vaccinent, ils ont 25% de plus de cancer. 25% de plus de cancer du col. Le vaccin qui doit le faire disparaître. Ça devrait quand même poser un problème. Enfin moi en tant que médecin, ça me pose un problème. Mais eux apparemment pas. Et là vous avez aussi les courbes selon les âges. Hein, vous avez donc la répartition. Vous voyez que ça a augmenté pratiquement dans tous les âges jeunes, puisque j'ai coupé un peu la courbe au-delà. Bon alors là vous avez l'incidence pour les moins de 45 ans, c'est 50% de plus en Norvège. C'est pas 100%, hein, on fait pas toujours aussi bien que les Suédois. Bon. Et puis les vieilles, elles sont encore pareilles, ils nous enquiquinent, elles baissent toujours, elles continuent à baisser de 10%. C'est quand même pas juste pour le laboratoire, ils auraient pu faire un effort. Alors, la France. Parce que la France, je vous rappelle que dans la course contre le cancer de l'utérus, on est les ânes battés, les derniers, ceux qui savent pas marcher, ceux qui vont à la catastrophe. Là, vous avez les chiffres de l'Institut de veille sanitaire. Alors, ce n'est pas un registre du cancer, parce que en France, on dépense des milliards pour l'INCa, l'Institut national de cancer, sauf que l'INCa est incapable d'avoir un registre national des cancers. C'est comme ça. Donc, les études que vous avez, ce ne sont que des estimations d'une sommation de 15 registres régionaux. Je vous rappelle aussi que la sécurité sociale, où donc 98% de la population est affiliée, connaît tous les cancers du col, puisqu'on est obligé, comme médecin, de les déclarer pour avoir le 100% pour nos malades. Hein, et on connaît en plus le stade, puisqu'ils ils nous obligent. Et on connaît aussi tous les gens qui ont eu le vaccin, puisque la sécurité sociale l'a payé. Donc il serait très facile de faire une étude. Très très facile. Et on dépense des milliards pour les vaccins, mais on ne s'intéresse pas aux résultats. Il ne faut surtout pas s'intéresser aux résultats. Donc, je suis désolé, c'est pas des registres du cancer du français, puisque ça n'existe pas. Mais par contre, on a donc l'estimation de l'Institut de veille sanitaire qui a été rebaptisé Santé France. Hein. Donc c'est Santé France maintenant. Mais là, quand ils avaient écrit le papier, ça s'appelait encore l'Institut de veille sanitaire. C'est pour ça que j'ai mis les références.
eh bien vous avez que ces comptes français qui ne se vaccinent pas, leur incidence a constamment baissé, et on est à 6 pour 100 000. 6 pour 100 000. Et que notre mortalité du cancer du col en France, il a continué à baisser, alors qu'on ne se vaccine pas. C'est un vrai scandale. C'est pas juste. Bon. Et là, c'est la sommation de tout ça. Alors, les taux d'incidence ont été faits en incidence standardisée monde. Alors, je suis désolé de vous embêter avec des chiffres et des notions, mais quand on a une incidence dans des groupes d'âge, si je fais 24 ans, on fait sur 100 000 femmes de 20 à 24 ans, ça pose pas de problème. Mais si on veut comparer un pays à l'autre, comme le cancer du col n'a pas la même fréquence selon les âges, on risque d'induire des biais. Un pays qui aurait 50% d'enfants de moins de 15 ans, comme en moins de 15 ans, il n'y a jamais de cancer de l'utérus, du col de l'utérus, j'entends, le chiffre serait anormalement bas par rapport à une population de femmes plus âgées. Donc on a décidé à l'OMS de créer une population standardisée monde. Donc on dit dans la population standardisée monde, il y a 15% d'enfants de tel âge, 10% de femmes de tel âge, 10%. Et donc, chaque pays calcule les taux, les incidences par tranche d'âge, et fait un mix pour donner un taux d'incidence normalisé monde. Alors, quand vous avez l'incidence normalisée monde, vous pouvez comparer un pays à l'autre. Il n'y a plus de risque que la démographie vous truque les chiffres. Et bien donc, ça, c'est exprimé en incidence standardisée monde. Et vous voyez que la France, qui est le plus mauvais élève, est à 6, que la Suède, qui est un très bon élève, est à 11, que la Norvège est à 11, que la Grande-Bretagne est à 8-6, ils sont tous au-dessus. Alors, il y a un pays qui est un peu intermédiaire, c'est les USA. Ils sont à 6 quelque chose. Ils font mieux que l'Australie, qui est le modèle parfait de la disparition du cancer. Les USA, ils sont ainsi de suite. Mais eux, ils ont un taux de vaccination qui est de 60%. Donc, vous avez le pourcentage de couverture vaccinale en bas et les taux. Donc, vous voyez que plus on est vacciné, et plus on a de risque de faire un cancer du col. C'est un peu le contraire de ce que nous raconte notre ministère. Alors, bon, c'est à nouveau pourquoi? Parce que moi, je me suis contenté de constater les faits que je vous rapporte ce soir. Je suis pas un scientifique, hein, moi, à la limite, le pourquoi du comment, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de soigner les malades et de les guérir, hein, ou de leur éviter des saloperies qui leur font augmenter le cancer. Donc, là, je vous donne ça, pourquoi? Effectivement, c'est quand même un effet totalement paradoxal du garde d'asile, c'est pour ça qu'on a appelé le livre l'effet paradoxal sur le cancer, puisque ce truc destiné à faire baisser le cancer le fait augmenter. Il y a quand même tout esprit scientifique normal, de tout chercheur, moi je suis pas un chercheur, hein, mais tout chercheur normal devrait foncer là-dessus. Hein. Bohr, qui est celui qui a joué avec l'atome, hein, qui s'engueulait avec Einstein, a dit un paradoxe qui est le merveilleux domaine d'exploration. Parce qu'à partir du moment où en science, on a une idée qui est contraire à celle qui prédomine, c'est fantastique. On ouvre un nouveau champ et on peut découvrir des choses. On peut se faire un prix Nobel, un vrai, là, celui-là, pas une saloperie achetée. Hein. Et ben, ça n'intéressait personne. Et moi, ce qui m'affole là-dedans, c'est que c'est un couillon de chirurgien qui regarde. Non, je suis désolé, je suis qu'un chirurgien. J'étais bon dans mon domaine, je me suis bien amusé. Bon, mais je suis pas un chercheur, je suis pas un scientifique. J'ai quelques notions scientifiques que je peux utiliser et vous faire profiter. Je lis les articles en anglais, ça m'aide quand même pas mal. J'ai fait pas mal de conférences aux États-Unis, ça m'aide aussi. Mais je suis pas un chercheur. Et on a plein de chercheurs qui trouvent rien. Putain, qu'est-ce qu'ils foutent là? Il y a tout à travailler, quoi. Et si on explique les causes, on va peut-être comprendre quelque chose. On pourra peut-être effectivement résoudre ces 300 femmes qui meurent. Donc c'est vraiment un problème majeur dont tout le monde se fout. Bon. Alors, donc là, j'ai fait les hypothèses, j'ai ramassé les hypothèses d'autres chercheurs qui avaient fait. Hein. C'est pas ma petite tête qui a inventé ça. Donc la publicité mensongère, c'est évident. Les femmes se croient protégées, elles sont plus frottis. Alors, c'est pas évident partout. C'est vrai en Australie, parce qu'il y a des tests, hein, on sait quel est le pourcentage de frottis que ça. En Australie, c'est abaissé de 10%. Ça, c'est vrai. Mais par exemple, en Angleterre, il était très fier, le suppo des labos, de dire que ça n'a pas baissé. Également, le suppo des labos de Suède, qui s'appelle Dilmer, a dit aussi que ça n'a pas baissé. Ça n'a pas baissé, mais que le dépistage est moins efficace qu'avant. Ça, c'est quand même une hypothèse absolument incroyable. Pour expliquer l'augmentation des cancers, il dit « Notre dépistage ne protège plus tous les 3 ans, mais il faudra peut-être le faire plus souvent. » C'est quand même bizarre. Il ne s'intéresse pas à pourquoi ça a augmenté. Bon. Alors, aussi parce que si vous faites un peu d'écologie, vous savez que quand vous faites disparaître un animal d'un endroit, d'un habitat, ben, il y a un autre qui va prendre la place. On a créé une niche. Et en se débarrassant des HPV
16-18 essentiellement, enfin pour le céramique c'est 16-18, et puis pour l'autre il y en a 2 autres de plus, mais on a créé une place que la nature, qui a horreur du vide, va vite remplir par d'autres HPV, et il a le choix, hein, je vous rappelle que les HPV sont nombreux. Et donc peut-être que ça explique. Alors par exemple, sur mes courbes, vous remarquerez que ça a beaucoup augmenté chez les jeunes en Australie, en Angleterre et en Suède. Très curieusement, chez les jeunes en Norvège, ça n'a pas beaucoup augmenté. Ça a augmenté aussi, mais pas beaucoup, moins. Et par contre, ils ont plus augmenté sur les 30-40 ans, enfin jusqu'à la limite de 40 ans, plus tardivement. Alors peut-être que ça joue. Il faudrait voir le pourcentage des femmes plus âgées qui ont été vaccinées quand même, et ça on les a pas. Donc j'avais pas pu comprendre. Mais alors c'est peut-être qu'on a vacciné des femmes qui n'auraient jamais dû être vaccinées. Et ça c'est vrai. Alors je vous rappelle quand même pour la petite histoire, il faut que vous vous rappeliez de ce qui est arrivé avec la dengue, la vaccination de la dengue. Notre ministre nous dit que les vaccins sont sûrs et sans jamais de complications. C'est le discours officiel. Et là récemment au Sénat, elle a engueulé une sénatrice parce qu'elle avait dit que peut-être il y avait des complications avec le garde d'asile qu'ils ont voulu filer aux garçons. Puisque je vous rappelle qu'il y a 3 jours, au Sénat, ils ont voté la loi disant qu'il fallait que les garçons profitent aussi en France du garde d'asile. Donc il y a 2 départements qui sont déclarés pilotes pour la vaccination des garçons. Et une députée communiste de 93 a osé dire qu'il pouvait y avoir des complications, elle s'est fait traiter tous les noms. Alors la dengue a été donc, c'était le grand vaccin que Sanofi pensait pouvoir se refaire. C'est une maladie qui est virale, bien entendu, qui ressemble un peu à une grippe. La plupart du temps, les formes sont simples, vous avez une grosse grippe. Et puis de temps en temps, vous avez des dengues graves, des dengues dites hémorragiques qui peuvent vous tuer. Ça bouffe le foie, bon, enfin, vous devez en mourir. Et alors, ce qui est très curieux dans cette maladie, c'est que la plupart du temps, la dengue de première, il y a 4 virus différents. Il n'y a pas 150, il y en a 4. La première crise de dengue, en général, est bénigne. Il n'y a pas de problème. C'est la deuxième qui est dangereuse. Et lorsque Sanofi a sorti son vaccin, très vieux, c'est un vrai vieillard, hein, par rapport à moi, il a 90 balais, un vieux médecin américain de l'armée américaine qui avait traité les dengues durant la Deuxième Guerre mondiale a dit faites attention, ça peut être très dangereux chez les gens qui ont eu déjà le rapport avec une dengue, qui en ont déjà fait une, parce que ça pourrait faire le deuxième. Et bien entendu, on l'a pas écouté. On a dit nos vaccins sont sûrs. Le ministre des Philippines, c'est ce Philippines que la catastrophe s'est passée. Le ministre philippin dit les élucubrations du vieux Pépé, ils nous embêtent. Il a tort. On va pas se amuser à tester, parce que ce qu'il aurait fallu, alors, logiquement, c'était pas faire la vaccination à tout le monde, mais tester ceux qui avaient déjà eu la dengue ou pas. On aurait pu faire la vaccination aux gens qui pouvaient en bénéficier. Eh ben, on n'a pas fait ça, et du coup, on a vacciné tout le monde, et du coup, il y a une flopée, il y a plusieurs centaines de morts, et des formes graves qui sont apparues, et comme par hasard, chez les gens qui a été effectivement leur deuxième forme. Alors donc, il y a des procès, le vaccin contre la dengue a été retiré de Philippines, bien sûr. Sanofi est accusé, le ministre qui était précédent, ça a changé de gouvernement, est devant les tribunaux aussi. Enfin, il y a toute la chaîne, parce qu'ils avaient tous touché, bien sûr. Il n'y a pas d'effet sans cause. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours appris. Et ils avaient touché, et donc ils sont en justice. Et alors, il faut savoir, quand même, je vous parle de la dengue, parce que là, ils veulent leur refiler à la Réunion. Il y a une épidémie de dengue, et ils ont donné l'autorisation d'utiliser le vaccin contre la dengue à la Réunion. J'espère que les Réunionnais, ils savent un peu lire, parce que on a écrit un petit papier sur Agoravox sur cette catastrophe de la dengue, qui a été très peu médiatisée en France. Je suis pas sûr que vous soyez au courant. Et pourtant, c'est vraiment... Alors, ça a été retiré, bien sûr, des Philippines, du Brésil, du Mexique, enfin, tous les pays qui comptaient se vacciner contre la dengue ont arrêté immédiatement. Alors, quand on vous raconte que les vaccins sont sûrs... Bon. Alors, oui, il y a quand même un exemple aussi, que je vous ai mis là, parce que j'ai mis la courbe américaine, parce que ça m'a quand même agacé, sur l'INCA, sur le livre là, des cancers. Vous verrez, le virus, ils peuvent créer le cancer. Alors, il racontait que le Gardasil était le premier traitement antiviral contre le cancer. C'est complètement faux. Le première vaccination qui a été faite, je parle de la vaccination préventive, parce qu'il y a une vaccination curative pour les cancers de la vessie. Mais pour les traitements préventifs de cancer, c'est le premier, c'était l'hépatite virale qu'on a fait en France, et comme dans tous les autres pays, qui a été parmi les causes de cancer du foie. Il y a la cirrhose du foie, qui peut être due soit à l'alcoolisme, en France on était quand même les champions du monde sur ce domaine, et puis aussi au virus, que ce soit l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, toutes les hépatites que vous voulez. Et au moment, en France, on nous a vendu le vaccin contre l'hépatite B, qui entre nous
n'a aucun intérêt chez le nouveau-né, hein, puisqu'il se compte, vous l'avez que par le sang ou par la drogue, hein, et pas autrement. Donc, et les relations sexuelles aussi, si c'est contaminé. Mais pas autrement et pas par les baisers comme ils ont raconté. Ça, c'est totalement impossible. Eh bien, ils nous ont dit, faites-vous vacciner et il y aura moins de cancer du foie. Alors, ça a très bien marché aux États-Unis, ils l'ont fait. Vous avez la courbe, et le cancer du foie, depuis la vaccination, a été multiplié par 4. En France, on est plus chanceux, ou on n'a peut-être pas une vaccination, on est peut-être moins obéissant. Jusqu'à présent, on était moins obéissant, et le taux de cancer du foie a été multiplié par 2. En tout cas, les vaccins anti-cancer, qui sont toujours prônés par l'Institut national du cancer. Vous tapez vaccin anti-cancer, on va vous dire que c'est vachement bien de faire l'hépatite pour éviter d'avoir le cancer du foie. C'est dommage que ces gens-là ne savent pas lire leurs chiffres, hein, parce que les chiffres que je donne, c'est ceux qu'ils ont établis eux-mêmes. Hein, c'est très curieux. Alors, ils reposaient sur une étude, qui vous cite toujours, c'est l'étude de Taïwan. À Taïwan, le cancer du foie était un problème majeur de santé publique, et à la plupart du temps, chez les jaunes, en Asie en général, hein, le cancer du foie est un énorme problème, mais les causes sont très différentes de la France. Il n'y a pas l'alcoolisme là-bas, et ça touchait surtout les enfants. Et c'était les enfants contaminés par le virus lors de l'accouchement. Et là, lorsqu'ils ont fait une campagne de vaccination systématique à Taïwan, hein, ils ont fait tout le monde, eh bien, le cancer du foie de l'enfant a diminué de 50%. Donc c'était un grand succès. Et ils sont partis de ce grand succès pour les enfants asiatiques, dont le risque de cancer était de l'ordre de 39 sur 100 000. Hein, toujours l'incidence. Alors qu'en France, c'était 3. Hein. Donc, c'était une population génétiquement différente. Des conditions de vie totalement différentes. Des conditions d'attrapage du virus complètement différentes aussi. Donc, ils ont utilisé tout ça pour nous dire qu'il fallait qu'on le fasse nous. Et 20 ans après, on a 2 fois plus de cancer du foie, alors que l'alcoolisme, qui était la première cause, a régressé environ de 60% dans la même période. On croise des courbes d'alcoolisme français, parce que c'est aussi dans l'Institut de veille sanitaire, vous pouvez trouver ça, et la vaccination. On voit que l'alcoolisme régresse, et depuis la vaccination, le cancer a doublé. Alors en Australie, ça a été aussi multiplié par 4 depuis la vaccination de l'hépatite. Donc l'histoire qu'un vaccin contre le cancer peut augmenter le cancer, c'est pas nouveau, c'est pas du tout nouveau. Hein. Il y a eu l'hépatite pour nous le dire, mais comme d'habitude, la leçon n'a pas été digérée. Et même dans tous les textes, vous voyez qu'il faut se vacciner contre l'hépatite pour pas faire le cancer du foie. Moi, ça me fait quand même franchement mal d'avoir des mensonges aussi patents, aussi flagrants. Enfin, mais les gens s'intéressent pas beaucoup aux informations directes. C'est ça qui est dommage. Bon. Alors, on a aussi vu ça dans le sida. Hein. À une époque, on voulait faire des vaccins contre le sida. Rassurez-vous, c'est toujours à la mode. Parce qu'on a les lobbies LGBT qui poussent très fort. Ils ont raison de vouloir sauver la vie de leur mec, c'est bien. Mais ils sont bien placés dans le gouvernement, hein, ils sont en prise directe, on pourrait dire, sans jeu de mots. Et donc ils poussent comme des fous. Et il y a eu 2 essais qui ont été faits, qui s'appellent STEP et Pampigny. Rassurez-vous, vous les trouverez pas, hein, ils sont très discrets. Eh bien, les vaccins anti-sida qui ont été faits par Sanofi, pour pas en changer, ils augmentaient de 50% le risque d'attraper le sida. Donc qu'un vaccin fasse le contraire de ce qu'il est censé faire, ça peut arriver. Comme tous les médicaments, hein, faut pas les médicaments aussi, ça peut faire ça. C'est la raison pour laquelle, en médecin, on pèse pour chaque malade les avantages et les risques possibles. C'est donc pas très étonnant. Mais bon, je vous voulais quand même vous donner cette chose. Alors malheureusement, oui, effectivement, voilà le résultat. Alors vous connaissez quand même un peu Madame Agnès Buzyn, je pense. Hein. Son curriculum vitae. Bon, elle a été nommée professeure parce qu'elle avait épousé le fils d'une ministre de la Santé assez célèbre. Hein. Bon, et puis elle a été nommée à toutes sortes de postes. Elle a été à l'énergie, au service de protection des radiations nucléaires. Elle a après été à l'Institut du cancer. En même temps qu'elle était à l'Institut du cancer, d'ailleurs, elle touchait du fric des labos qui faisaient les produits anticancéreux. Ça la gênait pas beaucoup. Quand c'est su, quand même, elle a mis le haut là, elle a arrêté quand même. Quand qu'elle a enchaîné la sortie de papier, elle a arrêté. Et puis après, elle a été mise à la haute autorité de santé. À la haute autorité de santé, elle a d'abord reçu les labos et elle a sorti de ça. Vous savez, il faut pas. Elle a critiqué la loi de transparence qui veut qu'un expert de la haute autorité de santé, il doit déclarer ses liens d'intérêt. Et ça gênait beaucoup certains experts. Je rappelle qu'en France, il y a environ une centaine de professeurs de médecine. Le salaire, c'est environ 100 000 € par an, mais qui touchent 5 à 600 000 € des laboratoires dans la même période.
comme par hasard, ce sont des experts. On se demande pourquoi c'est le hasard, hein, il n'y a pas de doute. Bon. Et donc, elle a dit publiquement, son premier discours, c'est « Si on veut prendre des experts qui n'ont pas de lien d'intérêt avec les laboratoires, il faut s'interroger sur la qualité de ces experts. » Donc, elle défend les liens d'intérêt entre les laboratoires et l'expertise. Il faut absolument que nos experts soient pourris pour qu'ils nous donnent de bons résultats. Moi, je trouve que c'est étonnant parce que les flics qui sont trop bien introduits dans le milieu, en général, on les embastille. Hein, un juge qui touche les épices, comme au bon vieux temps des rois, lui aussi, théoriquement, il est démis de ses fonctions. Mais pour la santé, c'est à part. Il faut que pour que les experts soient bons. Alors, il faut quand même reconnaître que les experts ont une capacité de ne pas voir les catastrophes qui est tout à fait étonnante. Hein. Que ce soit récemment, il y a eu quand même une catastrophe en France, il n'avait pas vu. Le Vioxx, il n'y a jamais eu de catastrophe. Il y a eu 30 000 morts aux États-Unis reconnus par les tribunaux comme étant des morts du Vioxx. Mais en France, il n'y en a pas eu. Hein, c'est comme le nuage de Tchernobyl, ça a épargné la France. Donc je pense que la catastrophe Gardasil va épargner la France, au moins dans les statistiques et les paroles officielles. Puisque déjà, la catastrophe hépatite a épargné la France. Vous l'avez vu, la ministre l'a dit. Bon. Alors, donc, il n'y avait aucune raison de faire... Alors, les arguments pour traiter les garçons, c'est le fameuse herd immunité, l'immunité de groupe. Si tout le monde est vacciné, le virus va disparaître. C'est de la foutaise. On a 2 pays, par exemple, pour la rougeole, là, puisqu'ils nous enquiquinent avec la rougeole, il y a 2 pays au monde qui ont un taux de vaccination qui dépasse les 95%. Donc, c'est quand même l'idéal. C'est la Chine et les États-Unis. Comme quoi, ils sont de temps en temps alliés pour la vaccination. Eh bien, dans ces 2 pays, ils ont des épidémies de rougeole de temps en temps quand même. Et on sait que des gens vaccinés contre la rougeole peuvent être des transmetteurs sains du virus. Donc raconter que on va faire disparaître une maladie, on a réussi à faire disparaître une maladie grâce au vaccin, mais pas tout seul. Le vaccin et le confinement traditionnel par des méthodes on isole les malades, on surveille les contacts. On a une maladie, c'est la variole. Ça, c'est vrai. C'est le succès de la vaccination. La variole a été un moyen. La variole, avant la vaccination, tuait quand même 2 millions de personnes par an dans le monde. Donc là, on peut dire qu'il y a eu un effet réel des vaccins. De la même manière, je ne suis pas un anti-vaccinal, je l'ai dit au départ. Hein. De la même manière, durant la guerre de 14-18, un des facteurs qui n'est pas connu, qui a permis aux troupes françaises de mieux résister aux Allemands, c'est que après, en 14, on n'était pas vaccinés, mais en 2015, on était vaccinés contre le choléra, et pas nos amis allemands. Et donc, ils avaient plus la chiasse que nous, donc ils pouvaient moins se battre. C'est peut-être bête, mais ça faisait à peu près 300 000 hommes quand même morts de combat. Hein. Donc, c'est pas inutile. Donc, dans certaines périodes de l'histoire, les vaccins peuvent être très efficaces. Mais tout dépend des conditions sanitaires. De même, pareil, la polio. La polio a certainement été utile en France dans les années 50. À cette époque, l'adduction d'eau n'était pas au point. On allait souvent à la source, à son puits, qui pouvait être contaminé. Parce que la polio ne s'attrape que des fesses d'un porteur à la bouche du suivant. C'est ce qu'on appelle une transmission féco-orale. Le virus ne peut pas passer autrement que de la merde du premier à la bouche du suivant. Autrement dit, si vous traitez correctement vos effluves, et si vous forcez les gens à boire de l'eau potable, vous n'avez aucun risque d'avoir la polio. Donc en France, actuellement, la vaccination anti-polio est totalement stupide. Elle n'est pas très dangereuse, bon, d'accord, mais elle ne sert strictement à rien. Bon, ce serait différent si vous allez en Afghanistan, il y a quelques pays au monde où il y a encore du virus qui circule, et si vous n'êtes pas sûr d'avoir de l'eau potable. Effectivement, si vous n'avez pas d'eau potable, ou si vous mangez de la graisse, même manière, le vaccin contre le choléra, là, il y a une épidémie de choléra en Algérie, c'est parce que ils utilisaient les eaux usées pour irriguer leurs champs. Alors ça, vous faites ça, vous êtes sûr que s'il y a une bactérie, vous la collez sur la plante et qu'après, comme ils n'ont pas d'eau potable pour laver leurs légumes, ils vont choper la maladie. Mais donc, si vous avez une hygiène correcte, il n'y a aucune raison, ça n'a aucun intérêt. Donc tout dépend des circonstances à chaque fois. Alors tout ça, oui. Donc il n'y avait strictement aucune raison de vacciner les garçons. Alors pourquoi est-ce qu'on vaccine les garçons? Parce que les laboratoires, ils étaient vachement contents de leur garder asile. Ils ont commencé par les jeunes filles, ça faisait 20% de la population, même pas 10% de la population, puisqu'il y a la moitié de femmes, et les jeunes filles, il y en a 10% ou 15%, enfin c'est pas assez. Ils ont augmenté aux plus vieilles, hein, ils ont assez augmenté jusqu'à 45 ans maintenant, donc ça fait déjà un quart de la population, mais c'est pas assez. Et l'ennui, c'est que le col de l'utérus, ça ne touche qu'une personne sur 2 dans le monde. Les mecs en ont pas. Ah bah c'est pas grave, on va inventer le cancer de l'anus.
Et ils ont donc fait plein d'études montrant que le cancer de l'anus était souvent associé à la présence pareil, c'est à la présence du virus. Et on ne s'est pas intéressé aux autres causes. Alors les autres causes du canal anal, c'est avant tout la sodomie. C'est les gens qui sont des récepteurs passifs anal dans leur pratique sexuelle, qui ont un risque de cancer anal important. Dans le reste de la population, ça. Et puis les gens qui ont une immunité déprimée. Dans l'immunité déprimée, c'est les receveurs de greffe d'organes qui ont donc une immunosuppression par des drogues. Ceux-là ont un risque de cancer anal important. Et également les sida. Alors si vous êtes à la fois sida et homosexuel pratiquant le sexe anal passif, vous avez 130 fois plus de risque de faire un cancer anal que d'autres. Alors cancer anal, c'est rien du tout. Hein. C'est 200 cas chez les hommes par an en France, 200 cas. Hein. Il y a combien 250 000 cancers, je crois, en France. Pardon. Donc 200 cas et 60 morts. C'est-à-dire qu'il y a moins de morts par cancer anal chez les hommes que de morts au passage à niveau. Mais c'est un problème majeur de santé publique pour lequel il faut essayer de vacciner tout le monde. Alors, et d'autre part, il n'y avait aucune raison de faire un essai en France, hein, un truc expérimental. Les Australiens l'ont fait avant nous. Alors on va un peu s'intéresser aux Australiens. Ils l'ont fait il y a 6 ans. Alors là, vous avez la fréquence des cancers, toujours les registres du cancer en Australie. Alors là, c'était avant que les gars soient vaccinés, parce qu'ils ont vacciné les filles très tôt, donc en 2007, mais les gars, ils ont réussi à convaincre les politiques au changement quand la femme est devenue la femme du Premier ministre, qu'en 2013. Donc là, vous avez les courbes en Australie avant 2013, vous voyez, ça s'arrête à 2014. Alors vous avez d'un côté les garçons qui n'ont pas été vaccinés à cette époque, et au-dessus en bleu, les filles. Les filles étaient vaccinées non pas pour le cancer anal, ils étaient vaccinés par le garde d'asile pour le cancer du col. Là, vous voyez que le taux d'augmentation de cancer anal, alors oui, donc c'est très lié aux pratiques sexuelles, hein, donc c'est effectivement lié à la sodomie dans les deux cas. Mais le garde d'asile qui aurait dû protéger les filles, les a pas du tout protégées puisque leur taux a augmenté plus que celui des garçons. Ça, c'est quand même un truc un peu embêtant pour la vaccination par le garde d'asile. Alors vous me direz, c'est les Australiens, ils sont au soleil, ils sont de l'autre côté de l'hémisphère, c'est peut-être ça la cause. Alors on s'est intéressé à l'Angleterre. En Angleterre, là, les garçons ne sont pas du tout vaccinés. C'est plus simple. Et là, vous avez le taux de cancer anal chez les gars et chez les filles. Ben, vous voyez qu'entre 2007, date de la vaccination par garde d'asile, et 2015, puisque j'ai le taux 2015, les filles, ça a augmenté de 55%, leur taux de cancer, leur incidence de cancer anal, alors que les garçons, ça n'a augmenté que de 5 ou 10%, enfin, presque rien. Donc 13%, j'exagère. C'est passé de 1,5 à 1,7. Donc en résumé, si on regarde tous les registres du cancer, on a des choses qui sont totalement cohérentes. Le garde d'asile augmente le risque de faire un cancer pour les filles qui sont vaccinées. Et que les vieilles dames qui n'ont pas le bonheur d'être vaccinées, bah, leur taux continue à baisser. Ça, c'est quand même un peu embêtant. Et donc, on peut parler d'une catastrophe sanitaire vraie. Et que si nos autorités continuent, comme d'habitude, à dire c'est pas vrai, c'est quand même des chiffres officiels, c'est quand même emmerdant. Où on sait pas, où on n'a pas vu, cette catastrophe va finir par se transformer en scandale. Je pense qu'ils ne pourront pas arrêter le scandale s'ils continuent à jouer au con. Alors, aux États-Unis, ça commence à se dire. C'est-à-dire que j'avais fait un papier dans Agoravox, ça a intéressé des Anglais qui ont traduit mon papier, et du coup, ça a intéressé une Philippine qui a fait tout un article. Et puis, on m'a invité à un congrès l'année prochaine où il va falloir que j'aille à Chicago pour donner ces résultats, parce qu'apparemment, ils n'avaient pas. J'étais très étonné, puisque tout le monde les a apportés. Si vous avez un ordinateur et Internet, vous pouvez contrôler tous ces résultats. Donc, pourquoi moi, qui suis chirurgien à la retraite, je me trouve emmerdé avec un problème qui devrait intéresser des gens dont c'est le métier et qui sont actifs? Là, il y a quand même un problème. Mais bon, il faut de temps en temps réussir à faire ça, et puis ça fait partie de notre rôle de citoyen. Alors, les Américains se sont réveillés, hein, mais ceux qui se sont réveillés, c'est des juristes. Alors, si vous lisez l'anglais, je vous conseille de lire ce livre. C'est le vaccin anti-HPV en jugement. Ce sont des juristes qui, eux, démontent en détail toutes les saloperies qu'ont fait les politiques avec le labo, tout le fric qu'ils ont touché, tout ça. Donc, eux, ils s'intéressent à la corruption. Alors, aux États-Unis, on admet parfaitement d'être payé, mais on doit le dire. Et si on le dit pas, ça, c'est pas bien. Et si on ment sur avoir dit, alors là, c'est terrible, il vaut mieux avoir tué une petite fille après bien faire tout plein de trucs que d'avoir menti en justice. Aux États-Unis, ça pardonne pas.
Hein, on peut vous démettre de vos fonctions de président, ça s'est déjà produit. Donc effectivement, donc là ils attaquent, et là ça m'a fait plaisir de voir qu'enfin ils se réveillaient un peu, parce que jusqu'à présent, il faut quand même que vous compreniez, hein, le garde d'asile a rapporté à ce jour au minimum 22 milliards de dollars. Hein, et c'est un budget annuel actuel, ça tourne aux environs de 4 milliards par an de gains. Avec ça, on peut acheter beaucoup d'hommes politiques, hein, et puis beaucoup d'experts médecins. Parce que, évidemment, s'ils n'ont pas ce que j'appelle des mercenaires pour vendre leurs trucs, ils n'y arrivent pas. Donc, alors il faut savoir aussi que, je m'intéresse aussi parce que cette catastrophe sanitaire, on peut vraiment parler de catastrophe sanitaire, puisque doubler le risque de cancer, c'est quand même un problème. Hein. C'est pas le fruit du hasard. C'est une logique totale, ça devait arriver. C'est arrivé sur le garde d'asile, ça aurait pu arriver sur autre chose. Tout simplement parce que actuellement, les agences qui sont chargées de la sécurité sanitaire, que ce soit aux États-Unis, les Drug and Food Administration, ou en France, l'EMA, European Medical Agency, sont au service directement des laboratoires. Donc leur politique officielle n'est pas de protéger les populations, maintenant ils ne le disent pas, mais c'est d'accélérer la mise sur le marché des produits, pour faire bénéficier toute la population des derniers bébés de l'industrie pharmaceutique. Et donc ils ont complètement allégé, vous avez vu sur le garde d'asile, c'était un scandale l'essai qui a permis de donner, mais sur tous les médicaments, ils ne font plus d'essais. Aux États-Unis, cette année, il y a eu 2 médicaments qui sont très à la mode, et qui bien sûr qui sont à 5 000 € le mois, hein. L'immunothérapie qui ont été admis sans essai. Je dis bien sans essai. La Drug and Food a dit, si les cancers, quel que soit le cancer, hein, je parle que de cancer, hein, je suis désolé, il y en a peut-être d'autres dans d'autres maladies, je les connais pas. Je m'intéresse qu'au cancer. Et si ce cancer a telle anomalie génétique, on peut lui donner ce médicament. Donc ils ont donné en blanc pour traiter n'importe quel cancer qui a telle anomalie génétique. Et là, c'était le produit phare de l'immunothérapie qui a reçu ça. Et alors, c'était d'autant plus frappant, enfin moi, ça m'a scandalisé, c'est que 1 mois avant, ils avaient interrompu 2 essais en cours de ce fameux médicament en hématologie parce qu'il augmentait le risque de mort des malades qui le recevaient. Et en même temps, après, ils disent toute maladie qui a l'anomalie génétique. Et alors là, ils viennent de recommencer, je ne sais plus sur quel produit en cancérologie encore, un nouveau produit a été admis ce mois-ci par la Drug and Food Administration sur une anomalie génétique. Si on admet sur une anomalie génétique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'essai. Il n'y a plus besoin d'essai. Donc, un conseil pour les médicaments, prenez les vieux médicaments, ceux qui ont plus de 10 ans. Ces médicaments-là, en général, ils sont génériqués. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait prendre des génériques, ça c'est autre chose. Hein. Mais en tout cas, comme ils sont génériqués, ils n'intéressent plus tellement les labos parce qu'ils rapportent peu. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que fait le labo? Il coule son propre produit. Donc, brutalement, dès que le brevet tombe, vous voyez apparaître des articles qui expliquent toutes les complications qu'on a avec le médicament. C'est le principe de la niche. On se débarrasse du vieux médicament qui rapporte pas pour créer une niche dans laquelle on va sortir notre nouveau bébé. Donc, si vous prenez les vieux produits, vous êtes sûr que votre médecin connaît les complications parce qu'elles ont été détaillées directement par le laboratoire qui les avait cachées jusque-là. Donc, il faut prendre des vieux produits parce qu'au moins on sait. Vous prenez rien ou des vieux produits, au moins vous saurez à quoi vous pouvez vous attendre. Hein. Alors, tant que peut-on faire? Parce qu'on est en face, on est une puce, on n'est rien du tout là, par rapport à eux. Hein. Alors que peut-on faire? Alors premièrement, c'est refuser de vacciner. Si vous avez des femmes dans votre entourage ou des jeunes filles que vous aimez, dites-leur surtout de ne pas se faire vacciner. Hein. Bon, vous leur éviterez peut-être pas le cancer du col. Bon, deuxièmement, si par malheur, elles sont vaccinées. Faut pas les jeter à la poubelle parce qu'elles ont été vaccinées, ces pauvres gamines. Hein. Bien simplement, faut utiliser un truc, hein, ça je sais pas qui l'a inventé, c'est que Dilmer, le Suédois qui est partisan du labo, là, qui explique que c'est parce que le frottis ne protège plus assez comme avant. Et Dilmer, il a dit qu'il faut le faire tous les 2 ans, le frottis, au lieu de tous les 3 ans. Et que comme ça, on devrait parce que en gros, moi ce que je pense actuellement, mais là, c'est des hypothèses de chirurgiens de base, hein. Ce que je pense, c'est que le vaccin agit comme un booster de la maladie. Donc, il va plus vite. Et c'est pour ça que peut-être ça protège pas. Ça, c'est des hypothèses. Donc, que si on fait les frottis tous les 2 ans, ça devrait rattraper le fait que c'est boosté. Donc, on pourrait rattraper. Et puis, alors, bien sûr, quand je parle de dépistage, je parle du dépistage classique, des frottis analysés par Papa Nicolaou. Papa Nicolaou, il regardait les anomalies cytologiques, hein, les CN1, CN2, CN3, et surtout les cancers non invasifs. Bon,
et pas les HPV. Parce qu'actuellement, les labos poussent sur faire en disant oh là 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 là, les vieux frottis à la papa Nicolaou, ça ne marche pas bien. Vous voyez, il y a plein de femmes qui meurent alors en fait, elles les avaient pas fait. Hein. Mais bon, ça ils le disent pas. Prenez donc nos tests HPV qui sont formidables, qui dépistent le virus avant qu'il y ait le cancer. Ceux qui ont des HPV, le HPV dépiste davantage de pré-cancer avant qu'il y ait les cancers. Ça, c'est vrai. Le seul problème, c'est ce qu'on verra demain, dans des dépistages. Les dépistages, ils ont deux faces. Ils ont des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est de trouver la tumeur tôt, ce qui est utile dans certains cas, ce qui est utile dans le cancer de l'utérus, puisque là, on peut faire, au lieu de faire une ablation de l'utérus ou du col de l'utérus, on peut faire une conisation, c'est-à-dire qu'on enlève la surface du col de l'utérus. Bon. Donc, pour la Papa Nicolaou, ça a prouvé que ça diminuait la mortalité. En France, les morts par cancer de l'utérus sont passés de 5000 à 1000. Ça, c'est vraiment quelque chose qui marche. Par contre, les HPV, on n'a jamais démontré qu'ils pouvaient éliminer des morts. Jamais. D'autre part, comme ils sont trop sensibles, ils risquent de vous diriger, comme pour le cancer du sein, vers ce qu'on appelle des surdiagnostics, c'est-à-dire la découverte d'anomalies qui n'auraient jamais causé le moindre problème à la femme, si on ne l'avait pas fait. Et donc, en particulier encore de col de l'utérus, le surdiagnostic entraîne le surtraitement qui s'appelle la conisation du col. Or, le fait d'enlever la surface du col, ça n'empêche pas d'avoir des grossesses, mais souvent il y a des accouchements prématurés, il y a des problèmes. C'est pas anodin. Et d'ailleurs, en France, on estime qu'actuellement, 50% des conisations faites sont inutiles. Hein, donc, et là, ils veulent rajouter le HPV qui va nous rajouter une couche de surdiagnostic. Donc moi, je conseille fortement de ne pas faire le HPV. Bon, là, je ne peux pas affirmer, j'ai pas fini mon papier, là, il faut que je travaille un peu plus pour avoir des données fiables. Mais en tout cas, le risque de surdiagnostic paraît énorme avec le HPV, donc vous fiez pas. Et surtout, si vous entendez des pauvres femmes qui se disent « Ah, docteur, j'ai pas HPV, je suis morte ». Non, c'est une connerie, c'est une infection qui passe toute seule. Hein. Faut lutter contre les gynécos. Parce que alors, dans les médecins, vous avez des corrompus, puis vous avez des idiots, des gens qui croient ce qu'on leur dit. Hein. Et il y a beaucoup plus d'idiots quand même que de corrompus. Les corrompus, vous les trouvez quand vous montez dans l'échelle. Alors là, quand vous arrivez au professeur, il y a de plus en plus de corrompus et de moins en moins d'honnêtes. Hein. Ils sont plus compétents, mais tellement plus corrompus qu'en fait, ils sont plus dangereux. Donc, faut trouver la juste balance, et ça, c'est malheureusement difficile. Donc, juste ces mots. Hein. J'ai emprunté cette diapo à mes amis américains. Donc, alors, oui, effectivement, alors la corruption. Hein, la corruption, c'est la fable de La Fontaine. Hein, ils sont très forts, les labos. Alors, il faut savoir que le vrai métier des labos, c'est pas de faire des médicaments. Tous les nouveaux médicaments sont... Enfin, tous, j'exagère peut-être un peu. Mais la très grande majorité des médicaments, environ 80% des nouveaux médicaments, sont en fait inventés par des start-up ou par des universitaires qui ont créé leur start-up et qui se revendent après au labo parce que après, quand vous avez inventé un médicament, vous pouvez pas l'utiliser, vous n'avez pas la force de vente, etc. Donc ils les vendent au labo. Donc les laboratoires n'inventent plus de médicaments, ça les embête. Vous avez qu'à voir les antibiotiques, ils veulent plus maintenant faire d'antibiotiques, hein, parce que c'est très mauvais un antibiotique. De deux choses, où il marche, et vous guérissez le malade. Et si vous l'avez guéri, ce con, il prend plus de médicaments. Donc c'est raté pour le labo. Ou alors il meurt. Mais s'il meurt, il prend plus le médicament. Donc prendre des médicaments qui visent à guérir les gens, c'est pas rentable pour un labo, ça les intéresse pas. Par contre, un vaccin, ça c'est formidable parce qu'on traite toute la population. Puis si on nous dit qu'il faut traiter une partie, on s'arrange. Vous avez vu comment on peut faire pour augmenter le marché, hein, en trouvant la population d'à côté qu'il faut absolument vacciner. Donc, alors, dans la corruption, c'est la fable de La Fontaine. Hein. Alors, ils sont très malins. Moi, j'ai failli être corrompu. J'avais inventé des prothèses de croissance. C'est mon histoire, hein, ça va peut-être vous emmerder. Mais enfin, c'est intéressant comme phénomène. J'avais donc inventé quelques trucs en chirurgie, je me suis vraiment bien amusé. Ça servait aux malades, puisque je voulais pas inventer de trucs, mais j'avais une gamine de 4 ans, tout le monde voulait l'amputer, et si moi je voulais lui enlever son os, et je pouvais parfaitement enlever son os sans l'amputer, mais si je faisais ça, je me retrouvais avec une partie du fémur qui grandissait plus. Et à 4 ans, vous avez besoin que votre fémur grandisse. Donc il y avait une prothèse, il y avait un Anglais qui avait inventé une prothèse qu'on pouvait allonger. On a appelé prothèse de croissance. Et donc moi j'ai voulu l'acheter. Pas de poids, elle n'était pas dans le marché. Elle était pas dans le marché, et si on voulait traiter ces gamins, il fallait l'envoyer à Birmingham, mais à cette époque, il n'y avait pas de sécurité sociale transfrontalière, enfin, c'était le bordel. Donc du coup, j'ai été obligé d'inventer ma prothèse de croissance. C'est comme ça que c'est venu. Alors donc, j'avais fait ça avec le deuxième, une énorme boîte américaine. Et au bout de 3 ou 4 ans, ils ont trouvé que c'était bien mon bazar, que c'était intéressant, que j'étais un chirurgien plein d'avenir pour eux.
Et donc, ils m'ont proposé un contrat. Alors le contrat, j'ai failli le signer, effectivement, parce qu'il était vachement bien. Il me demandait d'aller faire des démonstrations opératoires. J'en faisais déjà quand les gens me demandaient, donc ça me dérangeait pas. Il me demandait d'aller dans les pays étrangers, ça me dérangeait pas non plus. J'adore rencontrer les gens, donc je trouve que c'est par là qu'on apprend et qu'on voit la vraie vie. Donc j'étais passionné par ça, donc c'était pas un problème. Qu'il fallait rédiger des articles et faire des présentations, ça me gênait pas du tout non plus. Alors donc on était d'accord, donc ils ont fait venir 3 avocats des États-Unis, hein, c'est vraiment l'Amérique, putain, 3 avocats. J'ai commencé à me méfier, je me suis dit quand même curieux. Et puis je regarde le contrat qui était, moi j'avais la version française de la version anglaise, donc c'était bien. Et puis il y avait la dernière ligne, et j'ai eu le malheur de lire le contrat jusqu'à la dernière ligne. Et là il était précisé que je m'engageais à ne jamais diffuser un article ou faire une communication sans leur accord préalable. Donc je n'avais pas le droit, si j'avais un pépin sur ma prothèse, pour moi il fallait le dire. Ben, j'avais pas le droit. Alors j'ai refusé de signer le truc. Mais ouais. Alors dans la famille, ils m'ont refusé en disant t'aurais pu être, t'aurais été millionnaire, t'aurais roulé sur l'or. J'aurais peut-être eu des poignées d'or à mon cercueil. À quoi ça me sert, hein? Donc vous voyez que on se fait facilement avoir, hein, parce que ils sont très urbains, très gentils, très chics. Alors l'histoire de signer un contrat avec une clause de confidentialité, ça s'appelle ça en fait, ce qu'ils voulaient faire, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Il y a une nana qui s'appelait Nancy Olieri aux États-Unis qui faisait partie d'un essai comme ça, d'un médicament sur un cancer de l'enfant avec un virus, on devait tuer le cancer, c'était vachement chouette. Puis elle s'est rendue compte que ça tuait les enfants. Alors elle a d'abord été voir le labo en disant écoutez, j'ai eu 2 morts, on peut pas continuer, il faut prévenir tout le monde. Le labo a dit non, pas question. Elle a dit, moi je suis docteur, je dis. Et au congrès, elle a présenté ses cas. Et le labo l'a assigné en justice. Et elle a été condamnée à 20 millions de dollars de dommages et intérêts envers le laboratoire. Parce qu'elle avait nui et n'avait pas respecté son contrat. Elle a été condamnée. Il a fallu que la communauté scientifique nord-américaine, les Américains et les Canadiens s'associent en disant, si ce labo poursuit, nous refuserons, nous le mettons à l'index et plus jamais nous ne travaillons avec. Alors le labo, il avait obtenu la condamnation, il a dit bon, on passe l'éponge. Donc elle a eu la chance, elle, d'avoir la communauté scientifique qui s'est mobilisée. Je ne sais pas si elle le ferait maintenant, la communauté scientifique. C'est pas du tout évident. Hein. Et ouais, donc moi j'ai refusé de signer cette clause de confidentialité, et donc je suis resté avec mes vieilles prothèses. Bon, alors donc c'est pour vous dire que la corruption, ils savent la faire, ils sont très forts. Hein. Ils vous le font gentiment, ils vous connaissent. Enfin. Il faut pas du tout les sous-estimer, ils sont très forts sur la manipulation de personnes. Ils sont même plus forts que certains gouvernants actuels. Donc alors, les médecins, pour faire passer leur baratin, ils ont besoin de mercenaires. Hein. Ça, c'est évident, parce qu'ils n'ont pas le langage, et puis surtout, beaucoup de médecins agissent par crédulité. Ils croient leur vieux patron. Donc, quand on achète le mâle dominant d'espèce, on fait suivre la horde, va suivre. Hein, c'est comme ça que ça marche. Alors donc, si vous acceptez d'aliéner votre liberté, parce que c'est ça le sujet, hein, c'est la fable du loup et du chien. Je me considère un peu comme un vieux loup solitaire. Hein, et sinon, j'aurais pu être un chien avec un collier de prix, un collier certainement sorti de luxe. Et si vous aliénez votre liberté, non seulement vous avez de l'argent, l'argent n'est que le surplus, mais en plus vous êtes mis dans tous les articles, parce que les labos vous mettent des articles avec 20 signataires. Donc beaucoup n'ont rien fait du tout. Sinon, coller des malades dans l'essai. Ils n'ont jamais vu les malades. D'ailleurs, on leur envoie des chargés de recherche pour examiner les malades après. C'est quand même. Donc, et puis, ils n'ont pas rédigé l'article non plus. Il y a des gars du département communication du labo qui font ça très très bien. Donc, ils ne sont pas fatigués. Donc, ils se retrouvent titulaires de plein d'articles qui paraissent dans des grandes revues, puisqu'actuellement, les revues, soit elles sont achetées par les labos, puisque c'est 80% du budget d'une revue, sauf Prescrire en France qui refuse. Mais toutes les autres revues sont achetées par les labos. Enfin, sont achetés. 80% du budget de leur fonds de fonctionnement provient des laboratoires. Donc, ils peuvent pas leur refuser un article si le labo dit « j'aimerais bien que cet article passe, et puis il est vachement intéressant, il faut que vous le passiez vite ». Donc, le gars qui accepte d'aliéner son truc, il a plein d'articles, et donc il est dans les journaux de grand public, on lui fait des interviews également au grand public, et donc la carrière universitaire est boostée. Il faut pas sous-estimer, il n'y a pas que la corruption financière, hein. Il y a la corruption universitaire. Alors, qu'est-ce que on peut faire, nous, petites puces de l'univers? Eh bien déjà, il faut emmerder les salopards. Alors, pour cela, vous faites appliquer la loi. Et il y a un truc très simple pour faire appliquer la loi, c'est que la loi Kouchner, je crois que je vous l'ai mis, hein, oui, je vous ai mis l'article 26 de la loi Kouchner de 2002.
Hein. La loi Kouchner précise que tout médecin qui s'exprime en public doit donner ses liens d'intérêt. Vous avez remarqué que ma première diapo, je précisais l'absence de lien d'intérêt. Hein. Donc c'est la loi. Et donc tout médecin qui est dans le Figaro, dans n'importe quel journal ou à la télé, qui prône le merveilleux médicament récent qui change tout, qui transforme la vie de tout le monde, et qui donne pas ses liens d'intérêt, alors qu'en fait, il en a plein, et qu'il est payé par labo pour faire cette pub à la télé ou dans les journaux, eh bien, vous l'attaquez en justice. Et ça vous coûtera rien. Ça vous coûtera rien. Il suffit de l'attaquer devant le Conseil de l'ordre. Car la loi prévoit que c'est le Conseil de l'ordre qui est chargé de faire ça. Et moi, ça m'est arrivé, mais je peux pas m'amuser à attaquer tout le monde. J'ai des livres à écrire, hein, j'en ai d'autres. Non, mais bon, c'est vrai que ça m'intéresse plus de faire de la recherche scientifique que d'emmerder des connards. Mais vous pouvez le faire, c'est gratuit, devant le Conseil d'ordre, c'est gratuit. Et je vous assure que moi, j'ai attaqué précisément un gars qui, devant la commission des affaires sociales, on était entendu pour les vaccins, hein, n'a pas donné ses liens d'intérêt. Je l'ai attaqué au Conseil d'ordre, il a été obligé de venir, tout professeur d'université et titré par tout ça qu'il était, et il était bien péteux. Et il a dû reconnaître devant le Conseil de l'ordre qu'il n'avait pas bien compris ce que M. Véran lui avait dit. Il avait cru qu'il fallait donner que ces conflits d'intérêts, et non pas ces liens d'intérêt. Hein, la différence entre lien et conflit, c'est que le conflit, c'est lorsque ce lien peut avoir une influence sur ce que vous dites. Bon, enfin, là, il a dit publiquement que dorénavant, il respecterait la loi. Donc, moi, j'ai retiré ma plainte. Tout de même, elle n'aurait pas abouti parce qu'ils auraient trouvé une astuce pour le blanchir. Mais il était quand même péteux et je suis sûr que maintenant, il fera attention à pas dire trop de choses fausses. Alors donc, je pense que si la population faisait la chasse aux gens qui ont des conflits d'intérêts et qui ne les déclarent pas, je pense que ces gens seraient plus prudents. Pour l'instant, ils se sentent impunis et au-dessus de tout. Je vous rappelle quand même qu'il y a un salopard qui avait dit que la pollution atmosphérique n'avait pas d'importance, qui a quand même été condamné par la justice française pour faux témoignage. Hein. Il était payé par Elf à cette époque, et il touchait beaucoup d'argent de laboratoire. Donc il avait dit devant la commission je crois que ça devait être aussi des affaires sociales ou devant le Sénat, je sais plus, qu'il n'y avait aucun inconvénient à la pollution. Celui-là a été condamné. Donc ça a été un précédent. Il y a eu un corps de professeurs français condamnés pour faux témoignages. Je pense qu'ils font plein de faux témoignages. Je vous ai montré les mensonges qui sont quand même constants. Et ça, c'est pas discutable. Ils disent que le cancer est éradiqué alors qu'il y en a 900 encore. C'est quand même un peu gros, quoi. Ils disent que ça a baissé le taux alors que ça a augmenté. Bon, tous ces mensonges délibérés, systématiques, je pense que seule la population peut les combattre, et vous avez un moyen simple, lettre recommandée au Conseil de l'ordre. Ils sont obligés d'instruire l'affaire. Obligés. Si vous avez des difficultés, vous pouvez vous rapprocher des associations anticorruption, il y en a quelques-unes quand même. Hein. Il faudrait quand même que je vous mette. Vous avez en bas là, les associations qui pourront vous aider si vous avez besoin de rédiger une lettre. Je veux bien aussi vous faire un modèle de lettre, mais je ne peux pas apparaître. D'autre part, il y a un problème, c'est que il faut que ce soit quelqu'un du département du médecin qui attaque, parce qu'il faut se déplacer au Conseil de l'ordre lors de la plainte. Donc, moi, je veux bien me déplacer pour les gens de Paris, mais je veux pas aller partout. J'ai autre chose à foutre. Hein. Mais je pense que c'est important de faire respecter les lois en France, que ce soit pas uniquement les gens qui font 5 km de plus de vitesse qui payent les amendes, mais aussi ceux qui touchent 100 000 euros pour faire la promotion de médicaments pourris. Hein. Donc, je pense que la démocratie repose sur... et à aussi interroger vos politiques. Hein. La santé, c'est 13% de notre produit. Si, ne croyez pas ça. Alors ça, non, je vous assure, contrairement à ce que vous pensez, ils ont la trouille de la réélection. Hein, et ils ne tiennent pas à se mettre des gens à dos. Vous avez même une petite association qui va les voir en leur disant, vous voudrez savoir ce que vous pensez sur la transparence santé. Vous ne les attaquez pas sur un projet transparence santé. Est-ce que, par exemple, on a un site qui a été créé, Sarkozy avait nié que les conflits d'intérêts pouvaient jouer un rôle dans la politique. Hein. Et c'était pour protéger son ministre du budget, qui avait fait des trucs à Compiègne plus que douteux. Hein. Donc il disait, c'est n'existe pas. Et puis, sur le tard, il s'est rendu compte que cette position n'était plus tenable. Il a demandé à une commission d'étudier l'influence des conflits d'intérêts en médecine. Et la commission a rendu son avis, qui est très bien fait. Le rapport est impeccable. Et il y a eu un projet de loi qui a été fait, qui a été voté. 85% des députés ont voté la loi de transparence santé,
qui prévoyait qu'il fallait absolument forcer les laboratoires à donner les liens d'intérêt, enfin, donner les rémunérations qu'ils versaient aux médecins. Et non seulement aux laboratoires, mais aussi aux certaines revues, etc. Bon. Et cette loi, malheureusement, il a été viré avant que les textes d'application de la loi soient promulgués. Or, une loi sans texte d'application, ça sert à rien. C'est une lettre morte. Et on a eu après, là, Marisol Touraine, MST, qui est arrivée, et elle a dit, je vais vous faire vos textes. Bon, elle a mis 2 ans avant de répondre, je vais vous faire vos textes. Et elle a donc invité les laboratoires d'une part et les associations anticorruption, dont vous avez en dessous ceux qui s'occupent de la santé, les références, c'est des sites internet, vous aurez plein d'informations là-dessus, à venir. Et les associations anticorruption étaient obligées de partir au bout de 2 jours parce que ils ont vu que les textes étaient rédigés par les laboratoires. Et que toutes les propositions qu'ils faisaient étaient foutues à la poubelle systématiquement. Donc ils se sont fâchés, ils ont dit c'est pas la peine, la mascarade, ça suffit, ciao. Et alors, Marisol Touraine a fait un truc fantastique dans ces textes d'application. Tout médecin qui reçoit un crayon, tout médecin qui reçoit un programme informatique, tout médecin qui doit boire un coup avec un labo, il doit le déclarer, le labo doit le déclarer. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Tout médecin qui va en congrès doit déclarer aussi. Bon, très bien. Sauf que, ça c'est vrai, tout le monde doit tout déclarer à partir de 10 €, sauf les contrats commerciaux. Donc il suffit qu'on signe un contrat commercial. Si moi j'avais signé mon contrat commercial avec mon industriel, je n'étais pas tenu de le déclarer. Bon, à l'époque, ça n'existait pas. Mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, autrement dit, quand vous touchez 500 000 €, vous n'êtes pas obligé de le déclarer. Mais si vous touchez un crayon, ça, alors là, c'est très grave si vous le déclarez. Moi, c'est le principe classique. Selon où vous êtes puissant, misérable, vous serez jugé blanc ou noir. Alors donc, la santé consomme 13% de notre budget. Merde! C'est quelque chose d'important. Pourquoi la population ne s'intéresse pas à sa santé? Alors, nous, on est bombardé avec ma femme de demandes de conseils quand c'est trop tard. Merde, occupez-vous de votre santé quand vous êtes en bonne santé. C'est là que vous pouvez vous battre. Sinon, après, vous êtes en position d'infériorité. Vous êtes foutu, vous pouvez plus. Donc, la santé est un problème majeur. Donc, il faut sensibiliser les élus. Vous leur demandez leur position sur la transparence en santé, et vous leur demandez leur position aussi sur la garde d'asile. Pourquoi pas? Merde, ils votent. Tu sais ce qu'on a dit, un maire, c'est pareil. Un maire, il vote quand même pour élire des sénateurs. Quand ils sont députés. Les députés, c'est eux qui votent, c'est eux qui font les lois. Non, députés, je veux dire. D'ailleurs, souvent, ils sont les deux. Oui. Et puis, ils sont quand même sensibles à la population. Alors, il ne faut pas y aller tout seul. Vous avez bien une petite association, un petit groupe, etc. Ou même si vous n'avez pas d'association, vous le créez en disant, on est les femmes du quartier un tel, et on est quand même, on se pose des questions sur la garde d'asile. Alors là, ce que j'ai présenté, je l'ai présenté aussi à BAP, qui était un député avant socialiste, qui a été à l'origine du scandale Mediator. C'est lui qui l'a révélé, en quelque sorte, qui l'a fait exploser. C'est lui qui l'a fait exploser. C'est pas lui le médecin. C'était un médecin qui avait rien, qui n'était pas un expert. Il est sur Toulouse. Ouais. Alors, j'ai été voir BAP, qui a été complètement scotché par les chiffres, qui a dit c'est pas possible, et qui a fait une lettre, il a fait corriger la lettre qu'il a envoyée au directeur général de la santé, en disant, il y a quand même des interrogations sur le garde d'asile. Il faut que vous fassiez un débat, on va voir ce que ça donne. Mais n'hésitez pas, parce que s'ils sentent que la pression est trop forte, ils lâchent. Et je sais très bien, moi, qu'ils voulaient rendre le garde d'asile obligatoire. J'ai sorti, avec mon épouse, nous avons sorti une 15aine d'articles sur le garde d'asile, dans Agoravox, dans plein de trucs, dans Nexus, dans je sais pas trop quoi, enfin, ça fait longtemps qu'on se bat contre ça, et je ne sais pas si ça n'a pas quand même influencé. Vous savez, faut pas croire qu'on n'a jamais d'influence, c'est pas vrai, ils lisent, et puis, quand ça devient un peu dangereux, ils sont un peu plus prudents. Donc, je pense que si on fait la pression sur le garde d'asile, l'obligation, parce que ça, c'est le début pour dire ça marche vachement bien. C'est comme la limitation de vitesse à 90. Il y a eu un essai sur 3 routes. Ils ont caché les résultats. Ils ont caché les résultats qui étaient pas bons. Et après, ils ont dit il faut faire l'obligation parce que les résultats sont formidables. Alors que les résultats sont pas bons, ils les ont toujours pas publiés. Donc là, le fait de faire une expérimentation sur 2 centres, c'était pour rendre en fait à terme l'obligation sur les gars, donc augmenter leur risque de cancer anal et de cancer ORL. J'oubliais, j'ai pas eu le temps de vous faire les cancers ORL parce que c'était un peu plus compliqué, les chiffres sont moins, parce que les cancers ORL ont tellement de causes différentes, en plus, ils sont tous mélangés, tête et cou, et les cancers dits du HPV, c'est une toute petite fraction, donc on peut pas avoir de chiffres statistiquement significatifs. Mais officiellement, ils veulent le vendre aussi pour les cancers ORL, soi-disant. Il y a une flopée d'articles. Oui, parce que
leur truc, c'est, on fait le col de l'utérus, mais merde, il y a que les femmes, ça fait pas beaucoup, ça fait pas assez. Heureusement, il y a le cancer anal, mais merde, il y a que les homos, et les femmes, elles étaient déjà dans le truc, donc on s'en fout. Et puis, les autres, alors les hommes qui sont pas homos, comment est-ce qu'on peut les avoir, ceux-là? Ben, ils ont trouvé le cancer de l'oropharynx. Ils ont été très forts, ils se sont mis à faire plein d'articles montrant que les cancers de l'oropharynx, il y avait une forme particulière qui était avec le virus, et que celle-là était un peu moins mauvaise que les autres, mais qu'elles augmentaient à une vitesse diabolique, et que bientôt, en Australie, ça va être le premier cancer chez les homosexuels. Non. Et puis ils ont trouvé Michael Douglas qui publiquement à la télé a dit que son cancer de l'oropharynx était dû au cunnilingus qu'il avait fait à ses partenaires. C'est comme ça qu'il avait attrapé. Oui, mais tout ça, c'était une politique de publicité pour le garde d'asile. Ça, vous l'avez pas vu. Et il a été reçu comme une vedette à ASCO, qui est le congrès mondial de la cancérologie aux États-Unis. Maintenant, j'y vais plus parce que c'est vraiment tellement devenu une foire de vente de produits neufs pourris que c'est pas supportable. Bon, alors ce qui est pour le détail de Michael Douglas, il a reconnu publiquement depuis que son cancer n'avait rien à voir avec le HPV. Mais ça non plus, on l'a pas dit à la radio. En tout cas, c'est son secrétaire, j'ai le texte, où il reconnaît que ça n'avait rien à voir. Donc, opération purement publicitaire. Je pense que vous savez, il y a la pub pour les lunettes, pourquoi pas la pub pour le cunnilingus sans risque. Bon. Je crois qu'on a dû... Alors, oui, ce que je voulais dire, c'est que la démocratie n'existe que si on la défend. C'est pas un don du ciel, hein. C'est pas Dieu qui nous a donné la démocratie. C'est nos pères et nos grands-pères qui se sont battus et qui ont perdu la vie. Donc, faisons-leur au moins honneur. Je vous remercie, j'ai certainement été beaucoup trop long. Et puis, bien sûr, je réponds à toutes les questions qui vous intéressent. En tout cas, si vous aimez les femmes, ne les faites pas vacciner. Et si vous aimez les mecs, non plus.